connaissais pas et j'ai été impressionnée. Elle a une feuille de route vraiment impressionnante. Elle a participé à de nombreux ouvrages, elle a fait de nombreuses communications, à des colloques, elle participe à des rapports de recherche. Et donc, elle enseigne à l'UQAM. Sa formation est en sociologie, en politique aussi, mais elle enseigne en éducation. Et donc, elle est spécialiste des questions qui touchent les compétences interculturelles et inclusives, le racisme, le radicalisme et la liberté d'expression. Donc, c'est surtout sur ça qu'elle va parler aujourd'hui. Donc, elle va faire comme une présentation historique là, du contexte au Québec. Et elle va nous expliquer aussi qu'est-ce qui participe à la montée de la radicalisation, hein, comment c'est lié à l'actualité. Alors voilà, je cède la parole à Marie Spotman. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai une voix qui porte beaucoup, donc je ne sais pas si j'ai besoin de micro. C'est pour moi en ligne. Pour pas jeter en ligne, OK. Je vais vous parler, je vais faire un petit retour un petit retour historique, en fait, sur l'extrême droite au Québec. On oublie souvent que ça fait longtemps qu'il y a de l'extrême droite au Québec. Hein. Il y a eu des épisodes où il y en avait plus ou moins. Bon. Et donc, je vais regarder un peu, retourner en arrière, surtout aux années 80-90, parce qu'on avait fait, il y a longtemps, j'ai fait un rapport sur le racisme au Québec dans les années 90 avec Marie McKendrew. Et on avait couvert 8 secteurs, et notamment la violence raciste au Québec. Donc, un chapitre qui portait notamment sur ces groupes-là, qui étaient quand même assez importants. Il y avait un petit livre qui était sorti de Hubert et Claudé en 92, qui faisait un portrait aussi des liens de ces groupes-là avec le reste du Canada, d'autres groupes ailleurs au Canada. Et qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par groupe extrémistes, ultranationalistes, souvent dépeints comme extrémistes, mais comme je vais essayer de le montrer, et comme on a essayé de le montrer dans ce livre-là, qui s'appelle « Polémique publique, médias et radicalité discursive », qui vient juste de sortir d'ailleurs, on a essayé de montrer aussi qu'il y a une banalisation de plus en plus dans les médias sociaux et les médias de discours aux tonalités, disons, aux rhétoriques racistes, populistes et complotistes. Et c'est même dans les médias mainstream aujourd'hui avec les chroniqueurs de certains journaux populaires que je ne nommerai pas, mais qui est amplement nommé dans ce livre, mais qui donc banalise aussi beaucoup ce type de rhétorique-là. Et des fois, on a même comparé la rhétorique, et je vais en parler un petit peu tout à l'heure, la rhétorique de certains chroniqueurs avec la rhétorique de certains groupes qu'on dit extrémistes, comme la Meute, Atalante, la Fédération des Québécois de souche, etc. Et pas beaucoup de différence. Il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Donc, on a publié un article dans la revue Politique et Société qui compare, qui montre toutes les convergences, finalement, le grand remplacement, etc. Tout ce qu'on retrouve dans les théories du complot et qu'on retrouve dans le discours populiste, et qu'on retrouve beaucoup, il y a beaucoup de convergence avec certains chroniqueurs qui sont mainstream, mais qui occupent l'espace. Hein. On sait, le Journal de Montréal, il y a 3,5 millions de personnes qui lisent ça au Québec, et le Journal de Québec, je ne sais pas combien. Et donc, la moitié ou plus du Québec lit au Tim Hortons, le Journal de Montréal. Et donc, ça a un impact quand même important peut-être sur les lecteurs, etc. Et donc, je vais parler des éléments de contexte aussi. Quels sont les facteurs qui expliquent, selon les sociologues, les politologues, les chercheurs, etc., pas juste au Québec, mais aux États-Unis. Quels sont les facteurs qui jouent? Pourquoi il y a tant de discours de plus en plus racistes ou haineux, banalisés dans l'espace public aussi? Et comment ces groupes-là se répandent aussi? Comment ça apparaît, pourquoi il y a des frustrations dans la population qui fait que les gens se retrouvent dans la meute et puis dans leur sous-sol chez eux, tout seuls, en train de, de se sentir dans une communauté, hein, le sentiment d'appartenance. Donc, il y a beaucoup ces sentiments-là, ces émotions qui jouent. Et que disent-ils? Donc, quels sont les discours? Des fois, les techniques un peu propagandistes de ces groupes-là aussi sur le web, parce que maintenant, tout se joue sur le web.
ces groupes-là, ils n'ont pas vraiment d'écho dans les médias traditionnels, mais ça se retrouve dans les réseaux sociaux. Donc, juste peut-être faire un petit rappel historique. Dans les années, on sait qu'Adrien Arcand, dans les années 30, était un admirateur de Hitler, donc les discours fascistes, racistes, nazis existaient à cette époque-là. Donc, ça suit beaucoup les courants internationaux. Ce qui se passe ailleurs a de l'influence sur ce qui se passe ici. On n'était pas fermé dans les années 30, le Québec n'était pas fermé sur le monde. Et donc, il y avait des courants qui étaient d'extrême droite à cette époque-là, mais plus proche de nous, peut-être dans les années 80, on a eu des phénomènes peut-être qu'on trouvait marginaux, mais il y avait quand même plusieurs centaines d'adhérents pour certains groupes. On pense au skinhead. Il y a eu un mouvement skinhead qui d'abord était antiraciste, ou en tout cas qui était pas nécessairement raciste, mais qui sont devenus progressivement racistes avec l'influence de ce qui se passe en Grande-Bretagne, ce qui se passait à l'époque en Grande-Bretagne dans les années 80 et aux États-Unis. Et il y a eu un mouvement antiraciste de skinhead qui s'est construit en parallèle aussi pour combattre les skinheads racistes. Et donc, à Montréal, il y avait quelques centaines de membres de skinhead qui se battaient dans la sortie des bars dans les années 80 et à la sortie des spectacles comme les Béruriers Noirs. On se souvient de ça. Il y avait une ligue qui s'appelle la Ligue antifasciste mondiale, la LAM, et puis qui faisait des rapports aussi sur les fascistes, etc. Donc, tout un courant skinhead qui a commencé à avoir une espèce de folklore raciste, nazi, et avec des symboles, bon, etc. Et c'était quand même un mouvement assez, pas important, mais assez important dans le sens où ils foutaient un peu de grabuge aussi dans les bagarres qu'ils ont commencé à avoir de plus en plus, non seulement entre eux, anti-skinhead, racistes et antiracistes, mais de plus en plus avec aussi des membres des minorités racisées dans les parcs. Donc, on se souviendra peut-être, les gens, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une attaque à la machette dans le métro avec des jeunes noirs qui se défendaient puis des skinheads qui se couraient après. Il y a eu une attaque à la ronde au début des années 90 avec des centaines de jeunes. Donc, la police avait été mobilisée parce qu'il y avait plus de 200 jeunes, je pense, qui se battaient à la ronde avec des skinheads et des jeunes noirs, bon, etc. Donc, c'était une époque, donc on se souvient de cette époque-là. Il y a eu aussi un mouvement, quelques personnes membres du KKK, dans Hochelaga Maisonneuve, dans les années 80-90, on évaluait à une trentaine de personnes qui étaient membres du KKK et qui allaient notamment se mobilisaient contre les antiracistes et les antifascistes à l'époque. Il y avait des adhérents du Front national, aussi des admirateurs, mais surtout des Français, mais 300, on évaluait à peu près 300 personnes qui étaient membres du Front national. Et il y avait un mouvement dans les milieux universitaires, notamment l'Université de Montréal, l'Université Laval, qu'on appelait les Jeunesses ariennes, et qui avait un journal et le Cercle Jeunes Nation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il y avait un professeur qui s'appelait Trépanier à l'époque, qui avait fondé un journal avec le Cercle Jeunes Nation, et qui suivait donc les tendances en Europe et les tendances aussi de l'extrême droite en France qui étaient en construction avec le Front national et certains mouvements au Canada anglais. Là. Quand je parle de mouvements au Canada anglais, c'est autant les skinheads, parce que dans le quartier anglophone de Notre-Dame-de-Grâce, à l'époque, c'était plus anglophone, c'était apparu là, sous l'influence des mouvements skinheads d'ailleurs au Canada, et ça s'était répandu dans différents quartiers francophones par la suite. Mais il y avait des groupes aussi qu'on appelait les Armed Skins, l'Aryan Resistance Movement, qui naît à la fin des années 80, qui était une filiale canadienne de WAR, White Aryan Resistance des États-Unis, qui se proclamait ouvriériste, en fait, et qui se proclamait donc il y avait comme plusieurs mouvements qui étaient influencés au Canada anglais par les États-Unis à cette époque-là, alors qu'au Québec, on avait plus des groupes de type moins white power, certains oui, mais moins white power, mais beaucoup plus ultranationalistes, disons, qu'on voyait apparaître. Donc, et souvent, l'argument, c'était
dans le mouvement Coast to Coast là, qui commençait à faire des petits, c'était des simples citoyens blancs qui disaient se regrouper, s'organiser en faisant des sessions pour des jeunes en particulier. Bon, c'est avant les médias sociaux hein, aussi, il faut se rappeler. Et donc, il y a eu des affrontements armés, etc. Et ces jeunes-là, ces groupes-là, je vais un petit peu vite, là, mais ces groupes-là étaient aussi comme le White Aryan Resistance, il y avait une section de femmes, Women Aryan Union, le Church of the Creator, il y avait aussi le Heritage, donc ils s'affiliaient à des groupes très, très conservateurs de la droite comme Heritage Front, je ne sais pas si vous connaissez, qui a voulu présenter des candidats aux élections fédérales de la fin des années 80, là, 88 peut-être, ou en tout cas dans ces coins-là, ou début des années 90. Et donc, le Heritage Front était très white power à l'époque, et donc ils ont voulu infiltrer le Reform Party aussi, qu'on se souvient, qui était avec l'aide d'un ancien réformiste au passé nazi, le Hall Overfield, etc. Donc, les années 80-90, là, ça bougeait beaucoup sur le plan des groupes extrémistes. Mais la question nationale québécoise a beaucoup divisé à l'époque ces groupes-là, et donc il n'y a pas eu d'alliance parapluie avec les francophones tant que ça. Donc la langue et la vision nationaliste ont comme un peu protégé d'une certaine façon contre ces alliances-là, parce que ce qu'il faut craindre aussi dans les groupes extrémistes, c'est le passage aux politiques. Démocratique, hein, dans une élection démocratique, quand on élit un gouvernement, quand on élit un parti d'extrême droite, ben après, on est pris avec des mesures comme on le voit aux États-Unis avec Trump, donc il va adopter des politiques discriminatoires, etc., etc. Donc, c'est le passage aux politiques qui fait toujours peur. Donc, les alliances politiques entre les groupes, ça fait toujours peur. Aujourd'hui, je suis allée très vite, je n'ai pas nommé tous les groupes de l'époque, mais qui sont les groupes aujourd'hui, je ne les nommerai pas tous non plus. Il y a la Fédération des Québécois de souche, et je vais montrer aussi comment ces groupes-là apparaissent selon les événements. Donc, les premiers groupes, ce qui est né, bon, sont apparus aussi après le référendum de 80. Il y a beaucoup de groupes qui ont, donc ultranationalistes, qui sont apparus après l'échec du référendum de 80, sont un peu disparus après 80, autour de 94-95, et sont revenus par la suite après l'échec de 95. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment il y a les phénomènes, les enjeux de société vont faire ressortir ces groupes-là, ou les faire réémerger. On va les voir réapparaître après la crise des accommodements raisonnables. Donc, la Fédération des Québécois de souche est apparue en 2007 pendant la crise des accommodements raisonnables, qui était un groupe à l'époque ouvertement inspiré de forums néo-nazis, dont Stormfront aux États-Unis, et du mouvement national socialiste français, le MNSF. Et donc, ça prônait un nationalisme blanc en s'associant à d'autres groupes ultranationalistes comme Matalante, Québec, ou Légion nationale. Ça, je réfère aussi à l'étude de Frédéric Nadeau et Martin Geoffroy du CEFIR, là, qui ont fait un portrait récemment de l'extrême droite. La Meurthe, qui a été fondée en 2015, mais juste un petit peu avant, donc pendant la crise, le débat ou la polémique sur la Charte des valeurs québécoises. Donc, à chaque polémique, il y a tout le temps quelque chose qui apparaît. Et donc, la Meurthe était animée par des vétérans de l'armée qui s'inquiètent de l'islamisation de la société québécoise. Ce n'est pas le discours qu'on avait dans les années 80-90, le discours a changé. Et donc de la société occidentale de façon plus générale, pas juste de la société québécoise, mais c'est la peur de l'islam. Beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup d'événements de ces groupes-là. Il y en a qui ont fait des manifs devant le Parlement. On va les voir beaucoup plus d'ailleurs après l'attentat de Québec en 2017, parce que les médias se sont intéressés soudainement à la radicalisation des francophones à cause de Bissonnette qui avait commis cet attentat. Et là, les gens ont réalisé que dans la société francophone, dans la frange francophone majoritaire au Québec, il y avait toutes sortes de mouvements ultranationalistes extrémistes qui pouvaient
déstabiliser la vie politique. Ils sont allés ils ont organisé plusieurs manifestations, notamment contre les immigrants qui passaient par le chemin Roxham. Il y a beaucoup d'intrusions dans les colloques aussi. Moi, j'ai été victime plus ou moins de la meute parce qu'il y avait un colloque où ils prenaient le micro et ils disaient que c'était pas vrai ce qu'on disait. Puis que, en tout cas, donc, tu sais, ça empêchait le dialogue complètement. Manifestes aussi qui ont été publiés sur le web. Donc, ils sont encore plus ou moins actifs parce qu'il y a eu des divisions internes et tous les anciens militaires qui étaient là sont passés successivement. Donc, je pense que c'est plus ou moins actif encore aujourd'hui sur Facebook notamment. Depuis l'adoption de la loi 21, donc on le voit aussi, ça s'est beaucoup atténué parce que c'était des des gens plutôt laïcs, républicains. Et donc, ça s'est beaucoup atténué. Donc, ça a eu un effet, l'adoption de la loi 21 sur certains de ces groupes-là. Et ils utilisaient beaucoup les chroniqueurs aussi pour relayer des nouvelles ou des chroniques de certains chroniqueurs pour les commenter, puis se monter le bourrichon en gang, et puis bon, etc. Et il y a Horizon Québec actuel aussi, qui a été créé en 2016 par 2 ex-militants du Parti québécois, qui était une sorte de branche, québécoise du Rassemblement national français, avec Éric Zemmour, comme on le connaît, qui s'en prend principalement à l'immigration de masse, au multiculturalisme canadien. Alexandre Cormier-Denis, qui est aussi créateur de la chaîne Nomos TV, que vous connaissez peut-être, qui exprime aussi son soutien au parti dirigé par Éric Zemmour. C'est plutôt Reconquête, c'est pas Rassemblement national, c'est Marine Le Pen, excusez. Donc, la Fédération des Québécois de souche qui naît en 2007, Horizon Québec actuel et La Meute, donc, qui sont nés dans des contextes, comme je disais, de polémique. La Meute a aussi un ancien membre de La Meute qui dirige une chaîne qui s'appelle Lux Média. Et donc, ils prennent beaucoup le plancher à travers les médias. Ils vont d'ailleurs essayer de diriger certains médias. Et ils ont beaucoup un désir d'acceptabilité sociale, un sentiment d'appartenance fort. Il y a beaucoup de slogans dans La Meute. Ensemble, on est fort, bon, etc. Je ne me souviens plus exactement. Là, je les ai mis quelque part dans le truc, dans mon PowerPoint. Mais tu sais, il y a beaucoup de slogans pour rassembler, pour mobiliser les gens. Horizon Québec actuel est plutôt d'un ultranationaliste identitaire, mais instrumentalisent beaucoup les immigrants et l'autre, les islamistes radicaux ou dits islamistes radicaux, dans un discours sur l'axe fédéral-provincial. Donc, c'est pour réanimer finalement le nationalisme anti-fédéral, mais en instrumentalisant les immigrants beaucoup à travers leur discours. Groupe très haineux à l'égard des progressistes de gauche, notamment les woke qui ont été inventés, d'ailleurs, discours inventés, récupérés ou instrumentalisés, terme utilisé beaucoup par les conservateurs et l'extrême droite en particulier. Et beaucoup d'appels à l'autorité, à l'héritage catholique aussi du Québec, comme la Fédération des Québécois de souche. D'ailleurs, la Fédération avait fait une cartographie à un moment donné de toutes les églises qui étaient vandalisées ou en décrépitude pour montrer qu'on donnait de l'argent aux mosquées, mais pas aux églises, bon, etc., etc. Et donc, on donne de l'argent aux immigrants, mais pas aux personnes âgées. Bon, il y a toujours du comparatisme dans le discours comme ça. Et il y a d'autres groupes, là, je vais passer très vite parce que je n'aurai pas le temps. Atalante, qui est né aussi après la Fédération des Québécois de souche, qui s'inspire de l'extrême droite européenne aussi. Il y a beaucoup de convergence quand même dans ces groupes-là. De génération identitaire, de Casa Pound en Italie, toutes les mouvances néofascistes qui s'inspirent de ce qui se fait en France, en Italie, etc. Donc, un discours plus suprémaciste blanc avec un certain militantisme social, comme les soldats d'Odin aussi. C'est des gens qui s'impliquaient dans la communauté, qui voulaient aider les plus démunis, etc. Donc, il y avait comme des milices qui allaient se promener dans les communautés pour offrir des services à la collectivité, etc. Donc, Storm Alliance aussi, qui s'est coalisé avec d'autres groupes comme QAnon lors
de la pandémie, etc. Et les fameux groupes antisanitaires. Donc, à partir de la pandémie, ces groupes-là se sont mobilisés autour des vaccins, puis contre le gouvernement, en fait. Donc, il y a eu un passage, si on veut, du discours beaucoup axé contre le gouvernement tout d'un coup. Avant, c'était pour la loi 21, puis ils étaient d'accord avec la CAQ, et puis maintenant, après la pandémie, c'était contre le gouvernement. Est-ce que c'est des groupes populistes? Est-ce que c'est des groupes extrémistes? Est-ce que c'est des groupes ultranationalistes? En général, on dit que l'extrême droite, c'est des groupes qui justifient le recours à la violence pour faire avancer une cause. Ce n'est pas toujours le cas de ces groupes-là en particulier. Ils ont une position rigide et dogmatique, ce qui est un des cas, quand on parle d'extrémisme, on parle souvent de position rigide, dogmatique, qui refuse le compromis, etc. Donc, et qui veut rompre avec les normes, les institutions, mais on ne peut pas toujours dire que c'est des groupes tous extrémistes au plan discursif. Est-ce que ces discours-là, ces conduites, ces groupes-là apparaissent dans des sociétés? Souvent, en général, les sociologues vont identifier les facteurs qui vont faire émerger ces groupes-là. Puis en général, ils constatent d'abord que c'est des groupes, des personnes qui sont porteurs d'un sentiment de rejet important, des gens qui sont victimes, qui se sentent victimes d'injustice, d'anomie, de perte de sens, de perte de repères communautaires aussi dans les populations. Il y avait beaucoup, on voyait beaucoup de gens dans la Meuse, par exemple, qui étaient en région, éloignés, seuls dans leur sous-sol. Donc, le sentiment d'appartenance, non, mais c'est vrai, c'est un exemple qui fait rire, mais c'est vrai, des gens qui vivaient du chômage, etc., parce qu'ils sont en perte de communauté. Donc, il n'y a pas d'espace, il n'y a plus le parvis de l'église où le dimanche, les gens allaient jaser. Là, bon, ça existe pratiquement plus. Donc, les gens trouvent des espaces maintenant nouveaux, notamment les communautés virtuelles sur le web. Et c'est souvent par là que le sens de communauté ou le sentiment d'appartenance va se développer. Affaiblissement aussi des institutions démocratiques, critiques du politique. On a l'impression que les juges, les politiciens sont contre le peuple, etc. Donc, phénomène aussi, faible confiance dans les gouvernants puis les élites. Absence de mouvements sociaux capables de canaliser leurs demandes sociales ou leurs frustrations. Ce que le mouvement ouvrier a réussi à faire à une certaine époque, c'était de mobiliser les ouvriers, peu importe les origines, etc., autour de demandes sociales. Mais quand les demandes sociales ne sont pas claires ou sont difficiles à mobiliser parce que les politiciens ne répondent pas à ces demandes-là, mais ça crée des groupes aussi parfois un peu marginaux comme ça, où la critique sociale va être... ils vont trouver des buts, des adversaires communs. Donc, même chose quand on regarde les théories du complot, les auteurs vont, comme Adloff, par exemple, ou Timothy Mealy aux États-Unis, je ne sais pas si ça vous avez déjà lu, mais sur les explications émotionnelles, donc, parlait de contingence de la modernité, c'est-à-dire comment la modernité démocratique aussi crée un certain brouillage des repères. Il n'y a plus Dieu ou le roi. Maintenant, c'est la société elle-même qui débat de ces enjeux de société. Mais pour certaines personnes, ça peut créer une absence de repères, un besoin de sens, un besoin de reconnaissance aussi. Là, je reprends les travaux de Honneth ou de Charles Taylor, par exemple. Puis un désir d'autonomie ou d'agentivité, c'est-à-dire plus on se sent rejeté, sans pouvoir culturel. Ce que Timothy Mealy, donc j'ai mentionné, elle parlait de agency panic, la panique de l'agentivité dans un livre qui s'appelle L'Empire du complot. Le terme panique d'agentivité désigne une forme d'anxiété intense qui est liée au sentiment qu'on est contrôlé de l'extérieur et qu'on n'a plus d'autonomie comme individu. Et donc, ça crée ce besoin d'individualité ou d'autonomie. Ça, c'est plus pour les aspects émotionnels. Donc, le sentiment dans le populisme, on le voit aussi, tous les travaux sur le populisme, que ce soit Michel Bieviorka, Pierre-André Taguieff, mais aussi d'autres qui ont travaillé comme Laurence Kaufmann ou Michael Barkun, vont parler du populisme qui va réapparaître ou réémerger lorsque le peuple sent que l'élite est déconnectée et éloignée et prend des décisions qui n'ont plus rapport avec leur réalité. Et se sent donc un groupe social dominé qui vit une injustice
matériel, idéal ou systémique, là, épistémique, je veux dire, comme pour reprendre l'expression de Miranda Fricker. Et donc, ces éléments-là, lorsqu'on les retrouve dans une société, il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve un peu partout dans les démocraties, mais quand on les retrouve, ça crée des conditions favorables, disons, à l'émergence de ces groupes-là. Au Québec, juste peut-être pour faire un retour sur nos éléments de contexte, il y a eu évidemment les crises constitutionnelles répétitives successives qui ont créé une sorte de situation d'ambivalence dans laquelle on vit depuis un certain temps, disons, 50 ans à peu près. Et donc, c'est pour ça peut-être qu'il y a une résurgence épisodique de certains groupes parce que qui récupèrent une sorte de récit de la nation aussi. Hein. Ces récits de la nation, lorsqu'ils sont dans les débats publics, dans les polémiques publiques, viennent réactiver aussi le besoin identitaire là, chez les personnes de participer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, puis à réaffirmer une identité qui serait menacée, par exemple. Donc, historiquement, le grand récit des années 70, c'était le projet progressiste, indépendantiste, etc., mais qui, avec les échecs constitutionnels, il y a une perte de grand récit d'une certaine façon, et ça peut constituer des conditions, en fait, de besoins, finalement, de reconnaissance et d'appartenance qui est important. Il y a aussi, partout à travers le monde, là, un racisme plus conservateur qui influence aussi ces éléments-là. Mais ce qui change vraiment la donne, je vais aller rapidement, c'est les médias sociaux, en fait, qui changent la nature des délibérations, la façon de délibérer puis de débattre dans notre société, qui ont favorisé la montée ou la légitimité même des extrémistes un peu partout dans le monde et qui poussent aussi les politiciens à légitimer certaines formes de pression sociale, beaucoup plus qu'avant, en fait, parce que ça fait débat dans les médias sociaux et les médias traditionnels aussi. Habermas, que vous connaissez peut-être, qui est un philosophe allemand, qui a écrit sur la sphère publique, parle d'un tournant aujourd'hui, une crise du modèle de sphère publique, parce que dans la sphère publique, ça prend un espace qui est plus ou moins neutre, où l'information qui est nécessaire à la délibération rationnelle et au bien commun va être garantie ou permet d'éclairer les opinions des gens. Donc, les médias sociaux, les médias traditionnels, auparavant, on avait un espace plus ou moins marqué par la rationalité, l'accessibilité, une forme de transparence et une pluralité de points de vue, le plus possible, qui faisait en sorte que les gens se faisaient une opinion, alors qu'aujourd'hui, il y a une place grandissante à l'immédiateté des opinions privées qui conduit à un bouleversement, dans le fond, des pratiques de travail des journalistes et des universitaires aussi, d'une certaine façon. Donc, on a une mutation de l'univers médiatique lui-même. Les médias traditionnels aussi ont été influencés par cette mutation-là, même s'ils sont encore maîtres d'œuvre, ils mettent à la une des nouvelles, ils font du cadrage, de l'agenda setting, souvent ils vont orienter l'interprétation de tel ou tel événement. Donc, ils ont fait une place grandissante au discours d'opinion au fil du temps. Donc, on a de plus en plus de chroniqueurs et de moins en moins de journalistes professionnels, plus de blogs, de plateformes, donc un accent plus grand, une accentuation de la place à la subjectivité et aux affects qui a pris un espace. Et Patrick Charaudot, qui est un spécialiste en études des médias en Belgique, je pense, parlait il y a quelques années d'un passage de l'informationnel au communicationnel, c'est-à-dire comment il y a de plus en plus, on veut se rapprocher du public, de l'audimat, donc il y a de plus en plus d'affects, des gros fous rires à télé, des gros fous rires à radio, mais tu sais, tout ça, c'est moins sérieux que c'était avant, c'est plus happening, et puis bon, etc. Et donc, on veut vendre de la nouvelle et on utilise beaucoup les affects. Et même si les médias traditionnels, il y a eu beaucoup de critiques des médias dans les dernières années, veulent prétendre à l'objectivité, à la neutralité, souvent, on a vu à travers les polémiques publiques, là, je fais référence à la crise des accommodements raisonnables que j'ai documentée puisque je travaillais pour la commission Bouchard-Taylor à l'époque, mais la mise à la une, la surenchère médiatique, même si les journalistes font bien leur travail individuellement, il y a un effet systémique.
Et donc, plus il y a une surenchère, on met à la une plein de nouvelles qui n'ont rien à voir avec des accommodements raisonnables. On s'en souvient, il y avait beaucoup de faits divers anecdotiques. Mais il y a eu 3 cas réels d'accommodement raisonnable durant cette période-là. Moi, j'ai documenté tous les autres faits anecdotiques qui avaient été mis à la une, mais ça crée aussi un effet de panique morale dans la population. Et donc, ça fait en sorte qu'on mésinforme. On ne désinforme pas volontairement, mais on mésinforme involontairement, même à travers les médias traditionnels, souvent par vente de la nouvelle, puis surenchère médiatique, etc., qui créent des crises nationales, etc. Donc, on assiste d'une certaine façon aussi, on a assisté, puis on le voit à travers les discours extrémistes, une perte de confiance dans les médias qu'ils appellent les merdias en général, là, la meute, etc. Ils parlent des merdias. Puis même le baromètre de la confiance d'Edelman, le dernier rapport qui est sorti, il y a de moins en moins de gens qui ont confiance dans les médias. Au Canada, un peu plus, mais dans plusieurs pays, ils ont moins en moins confiance. Et donc, ils n'offrent pas nécessairement leur confiance aux journalistes, beaucoup moins qu'avant, ce qu'on appelle la déférence épistémique, le pouvoir de parler pour les autres. On a de moins en moins cette déférence épistémique dans les médias traditionnels aussi. Et ça, évidemment, les discours se font concurrencer par des opinions de toutes sortes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux où tout le monde s'improvise à hauteur légitime. Donc, ça mêle les voix des profanes, des experts. On sait, bon, ça repose sur la communication directe avec les personnes qui alimentent, qui structurent elles-mêmes leur page web, que ce soit un groupe populiste. D'ailleurs, les groupes populistes se sont tous créés des pages Facebook, des sites, etc., qu'ils alimentent eux-mêmes avec des cadrages spécifiques de type populiste ou raciste, etc. Et donc, c'est plus des communautés fermées sur elles-mêmes, souvent, qui vont se réunir autour d'idées convenues avec des biais de confirmation, puis qui créent des chambres d'écho, finalement. Et donc, aussi, la diffusion massive d'informations sans filtre éditoriaux, sans validation experte sur les réseaux sociaux, dans un univers de fragmentation de l'espace public de plus en plus, qui est morcelé en communautés fermées ou en bulles, où la reconnaissance repose beaucoup plus sur l'affect et l'identitaire plutôt que sur l'argumentation rationnelle. Mais ça a changé, évidemment, le débat ou les espaces de débat. Ça aussi alimente un contexte que Myriam Ravo-Dallon appelait le post-vérité, à partir surtout de Trump en 2016, où la vérité factuelle pèse beaucoup moins, dans le fond, que les émotions, les croyances personnelles dans la formation de l'opinion publique. Donc, ça met en péril la crédibilité du discours scientifique, rationnel dans les espaces médiatiques, politiques. Ça mélange, en tout cas. Donc, ça prend une gravité particulière. Plus d'espace, ce qui est un phénomène aussi sur les médias sociaux qui a été documenté dans les années 50 par Katz et Lazarsfeld, c'est-à-dire le phénomène du two-step flow of communication. Souvent, les gens se font leur opinion politique en filtrant par des informations qui ont été filtrées par leurs amis, leur famille, leur père, qui auraient eu plus d'impact que les médias ou les chroniqueurs, par exemple. Et donc, en s'improvisant sur le web, des pages web, des administrateurs de pages web, les groupes populistes identitaires, avec les amis Facebook ou les amis qui sont dans leur réseau, ils peuvent influencer davantage l'opinion politique des gens que les journalistes, par exemple, plus factuels. Donc, les leaders d'opinion, autrement dit, les familles, ceux qui s'improvisent leaders d'opinion, influenceurs sur le web, etc., peuvent avoir plus d'impact sur l'opinion politique. Et ça a été documenté par les politologues Katz et Lazarsfeld dès les années 50 parce qu'ils se demandaient comment les gens forment leur opinion politique pour aller voter, par exemple, etc. Ils se sont demandé est-ce que c'est les médias qui les influencent. Et la plupart des gens, ils se sont rendus compte finalement que c'était filtré. Souvent, les opinions étaient filtrées par les amis au bureau, par la famille, par les personnalités publiques qui avaient d'influence sur eux, en qui avaient vraiment, vraiment confiance, et c'est par ce biais-là. Et donc, les bulles, les chambres d'écho aussi, les chambres d'écho
Les communautés virtuelles sur le web peuvent avoir donc cet impact-là parce qu'il y a une proximité ou une fausse proximité avec les amis qui ne sont pas vraiment des amis qu'on connaît souvent jamais, qu'on ne connaîtra jamais, mais qui sont des faux amis Facebook. Donc, les nouveaux herméneutes de l'extrême droite qui contrôlent, qui vont filtrer, censurer, reproduire des informations, etc., donc, peuvent utiliser aussi des techniques propagandistes dont je vais parler plus tard là, pour essayer aussi d'aller chercher leurs lecteurs puis maintenir leurs adhérents. Au Québec, donc, depuis 20 ans, là, dans les politiques, OK, bien, simplement dire, je n'ai pas assez de temps, les discours en rupture, donc les discours qu'on entend dans les groupes extrémistes sont anti-diversité, là, je ne vous apprends rien, là, racistes, populistes, théorie du complot aussi, qui témoignent d'une certaine forme de détresse face au désenchantement des promesses de la démocratie, etc. Donc, beaucoup d'instrumentalisation populiste, etc. Et des discours qui ne se disent pas racistes, parce qu'on est dans une période où être raciste, ça ne se dit pas. On ne dit pas qu'on est raciste, mais on est différencié. C'est un racisme néo-raciste, un racisme différentialiste, c'est-à-dire que le racisme n'existerait plus aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se passerait dans le passé, donc on croit que le racisme n'existe plus, que ce n'est pas systémique non plus, parce que la société est égalitaire, puis il y a une espèce de vision colorblind. Et il y a Meadow et Kay qui ont analysé les mutations dans le discours de groupes extrémistes qui ont opéré une cyber-transition entre le discours de haine traditionnel, très haineux, là, et le néo-racisme raisonnable ou respectable sur les discours, dans les discours sociaux. Il devient de plus en plus difficile de dire que c'est des discours haineux parce qu'il n'y a souvent pas de groupe identifiable. Hein, quand on parle des multiculturalistes, des méchants diversitaires, etc., c'est qui ce monde-là? On ne sait pas. Des fois, les islamistes radicaux, c'est confondu avec les musulmans. Donc, c'est vu comme raciste parce que là, il commence à avoir un groupe un peu plus identifiable, mais c'est qui les islamistes radicaux? Donc, c'est extrêmement difficile. Puis la jurisprudence canadienne va, en général, essayer de démontrer, en fait qu'il y a un groupe identifiable qui est ciblé pour que ça soit considéré comme un discours haineux à l'égard d'un groupe en particulier. Donc, des groupes qui se défendent d'être racistes, qui dépersonnalisent, qui vont, donc, etc., qui vont utiliser des mécanismes aussi de catastrophisme, de diabolisation, mais toujours avec des concepts un peu flous. On ne sait pas, les multiculturalistes, les immigrants, c'est toujours un groupe un peu large, donc ce n'est pas toujours évident. Et une victimisation de soi, un discours très victimaire qui appelle aux politiques aussi, à la légitimation politique. Et donc, que disent les groupes? Moi, j'ai analysé des discours très rapidement, mais à partir de polémiques publiques ou d'événements spécifiques. Par exemple, quand on dit les groupes le lendemain, j'ai analysé le lendemain de l'attentat de Québec, pendant le premier mois, ce que les groupes extrémistes ont dit sur l'attentat. J'ai analysé ensuite le débat sur le racisme systémique, par exemple, la loi 21, bon, etc., parce qu'il faut contextualiser aussi de quoi ils parlent et sur quoi ils se penchent, etc. Et donc, j'ai fait beaucoup d'analyses de discours et donc l'attentat à la mosquée de Québec, j'ai regardé beaucoup les pages des administrateurs de 3 groupes, en particulier Atalante, la Meute, la Fédération des Québécois de souche, Québec Horizon Actuel aussi, et j'ai fait ressortir donc les fameux thèmes récurrents qui étaient liés soit au rapport Québec-Canada, qui étaient liés à des groupes spécifiques, les immigrants, par exemple, sur le chemin Roxham, etc. Et l'attentat de Québec, je veux juste peut-être rapidement, mais je vais finir là-dessus. Je pourrais revenir après, mais la réaction a été de se sentir victime eux-mêmes. Donc, la première réaction, c'est vous nous attaquez parce qu'on est des groupes extrémistes et que là, les médias se sont mis tout d'un coup à découvrir ces groupes-là et à dire, donc, ils sont présentés comme... ils vont critiquer les médias en disant vous nous dépeignez comme des extrémistes alors que vous êtes des gauchisants, des multiculturalistes et que Bissonnette s'est radicalisé à cause de la pression multiculturaliste et des médias eux-mêmes. Selon la Fédération des Québécois. L'attentat de Québec, selon la Meute, c'est, je peux donner des exemples, j'ai plein d'extraits.
La meute, c'est un groupe de citoyens qui veulent défendre leurs droits fondamentaux selon eux. Et donc, ils se dissociaient de l'attentat en disant c'est un malade mental, pourquoi vous nous associez à un malade mental, etc., etc. Et donc, dans le fond, les politiciens lichent les bottes des musulmans parce qu'ils ont fait toute une cérémonie. Et donc, dans le premier mois, dans les premières semaines après l'attentat, ils disaient que les politiciens étaient des guidounes et que, on va retrouver tous ces termes-là. Et la Québec Horizon Québec actuel, qui est donc les politiciens, les médias, les lobbies multiculturalistes tendent à émietter l'identité nationale. Donc, l'altérité radicale, c'est les islamistes, dans le fond, c'est de leur faute parce qu'il y a eu plein d'attentats djihadistes ailleurs dans le monde. Donc, les vrais coupables, c'est les musulmans. Alors, on voit comme toute l'analyse, dans l'analyse de discours, là, j'ai des exemples. Le 21 février 2017, dans le premier mois après le 29 janvier 2017, la vision catastrophiste. Ils ont exagéré, on parle des musulmans, ils se plaignent, les musulmans refusent de s'adapter à leur pays d'accueil, ils doivent donc être expulsés en bloc où nous perdrons le seul endroit au monde où nous pouvons vivre notre culture, qui refuse l'oppression des femmes et des enfants. Mois de février, difficile pour les Québécois, on se fait voler un peu de notre pays. Donc, il n'y a pas beaucoup d'empathie, je dirais, dans les premières semaines après l'attentat. On coupe dans tous les services, on va faire travailler nos aînés jusqu'à 70 ans, blablabla. Et un autre aussi sur les lieux de culte dont j'ai parlé tantôt, etc. Voilà. Merci. Donc, si vous voulez, je peux revenir le plus en détail, mais beaucoup d'analyses de discours de ce type. Merci beaucoup, Maryse Potvin. Il y a vraiment beaucoup à dire. Là. On ne pense pas qu'au Québec, il y a tant de mouvements. Là. Effectivement, ça me fait penser un peu à l'attentat de Polytechnique, là, quand on disait « Ah non, c'est un phénomène isolé », tout ça, que finalement, malgré la on s'est rendu compte qu'il y avait des mouvements radicaux. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis j'ai oublié de mentionner le livre là, qui vient... auquel vous avez contribué, là, que vous dirigiez avec... avec des collègues. Oui, c'est ça. Avec Stéphanie Tremblay, David Morin, que vous connaissez peut-être. David Morin, il est à la chaire prévention de la radicalisation, qu'on voit souvent dans les médias. Donc, c'est Marie-Ève Carignan aussi. C'est toute l'analyse, comment se radicalisent les discours publics. Ça s'intitule « Polémique publique, médias et radicalité discursive ». Ça vient de paraître il y a quelques mois. Alors, je vais maintenant présenter notre deuxième invité, Jonathan Durand-Folco. En regardant un peu son parcours, je me suis rendu compte que j'avais un lien avec lui parce que nous avons tous les deux étudié en sciences à Bois de Boulogne, sauf qu'il y avait comme une différence de 15 ans. Alors, il est docteur en philosophie. Ses champs d'expertise, c'est la démocratie participative, la politique municipale, la transition socio-écologique, les impacts de l'intelligence artificielle et la montée des autoritarismes. Donc, il a écrit quelques ouvrages que vous connaissez peut-être, donc À nous la ville, traité de municipalité, Le capital algorithmique, accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle, donc ça c'était en 2023, et plus récemment, donc, le livre qui va inspirer un peu sa présentation s'intitule « Fascisme tranquille, affronter la nouvelle vague autoritaire ». Je pense qu'il y en a quelques exemplaires, s'il y en a qui veulent se procurer. Donc, ça a été publié à Éco-Société. Alors, il va nous faire lui aussi une petite description historique, mais plus du fascisme. Et il va terminer en essayant d'aborder les stratégies de résistance face à tous ces mouvements. Donc, est-ce que le son est bon? Oui. Parfait. Merci pour cette invitation à TAC, du 25e anniversaire. Donc, belle organisation qui lutte pour la justice économique, fiscale et ainsi de suite. Et là, on entre dans une nouvelle ère où la montée des courants autoritaires de droite, d'extrême droite, on les voit un peu partout à travers les pays occidentaux, aussi dans les pays du Sud global. Donc, il faut prendre en compte cette nouvelle conjoncture mondiale pour voir comment on peut encore agir
dans ce contexte. Aujourd'hui, je vais essayer de présenter de façon très brève les principaux axes de ce livre ici, Fascisme tranquille, affronter la nouvelle vague autoritaire. Je suis heureux d'avoir, en fait, de passer en deuxième. Il y a beaucoup de choses que je voulais aborder, mais qui ont été déjà amenées très bien par ma collègue ici, Maryse. Donc, merci beaucoup d'avoir amené ces éléments-là que je vais éviter de répéter. Premièrement, sur le terme fascisme tranquille. Donc, ce terme-là peut avoir l'air étrange. Il est étrange un peu, c'est une forme d'oxymore. Ça sert à provoquer un peu la réflexion. Pourquoi le fascisme, qui est historiquement associé à un régime autoritaire brutal, violent, voire d'extermination de certains groupes dans la société, comment une chose comme ça peut être quelque chose de tranquille. Donc, ce que j'essaie d'amener dans le livre, c'est de dire le fascisme, il ne faut pas le voir uniquement une fois qu'il est à son stade le plus avancé. Ce n'est pas uniquement lorsqu'on a des camps de concentration, puis qu'on a Auschwitz, puis qu'on a la Shoah, qu'on dit « Ah oui, peut-être que c'est un peu extrémiste finalement ». En fait, il y a des étapes préalables avant qu'on aurait pu voir venir et qui se sont manifestées. Il faut réfléchir en fait aux conditions d'émergence, d'enracinement de ce phénomène social complexe. Et ce que je dis en fait à travers des travaux d'historiens, notamment de l'historien Robert Paxton, donc historien américain spécialiste du régime de Vichy, que c'est un processus, en fait. Il faut voir ça comme quelque chose de très fluide, de très processuel. C'est un mouvement social qui prend des formes très diverses à travers l'histoire. Et il faut qu'on s'intéresse à ces formes préalables, peut-être avant que ça soit une chose qui est extrémiste, violente, brutale. Il y a des formes qu'on peut appeler le pré-fascisme, le proto-fascisme, le micro-fascisme, qui naît dans nos têtes, dans nos cœurs, dans l'espace public médiatique avec la normalisation de discours, de thèmes. Donc, ça a été amené un peu avant. Donc, ce terreau-là, cet enracinement, cette atmosphère-là est un signe précurseur que si on ne fait pas attention, on se laisse, on dira c'est peut-être normal, peut-être les gens vont pas trop loin, ça peut aller beaucoup plus loin, en fait, puis les choses peuvent s'accélérer dans des contextes de crise, notamment. Donc, le but du livre, c'est de montrer qu'est-ce qui mène à ça avant que ça soit un niveau un peu plus extrême. Le fascisme, notamment, c'est un thème que je pense qu'il faut qu'on continue, en fait, qu'on recommence à utiliser davantage. Il ne faut pas le faire n'importe comment parce qu'évidemment, ça peut être utilisé à toutes les sauces, comme une étiquette. Ah, toi, tu es un brin raciste, Mathieu Bocoté, c'est un fasciste, le gouvernement Legault, c'est fasciste. Et là, on se met à utiliser ça et on vient en perdre des nuances. Donc, pour moi, je fais très attention au début du livre pour dire, certes, ça peut être utilisé un peu n'importe comment, mais au même titre, à la limite que la droite et l'extrême droite utilisent le mot woke, gauchiste et tout ça à toutes les sauces pour dire, tant les gens au centre, des libéraux, que la gauche, que les écolos, que n'importe qui n'est pas d'accord avec eux, c'est des woke, des gauchistes radicaux. C'est la même utilisation rhétorique qui peut être faite. Donc, ce n'est pas le propre de la gauche de faire abus de langage. La droite et l'extrême droite le fait beaucoup aussi. Et c'est pourquoi il ne faut pas utiliser ce mot-là n'importe comment, mais ce n'est pas parce que c'est un mot très chargé qu'il faut dire, il ne faut pas l'utiliser. C'est juste qu'on a quelqu'un qui est comparable à Hitler. Il faut le dire. Il y a des moments dans l'histoire où on va dire, là, c'est un peu le cas. Par rapport à ça, notamment, Robert Paxton, je me sors un petit peu de lui au début, il disait dans le premier mandat de Trump, notamment, à l'époque, on parlait d'un populisme conservateur, autoritaire, droite populiste, c'est les termes qui revenaient. Des gens disaient qu'il était fasciste, déjà, qu'il fallait faire attention à ça. Robert Paxton disait, attention, peut-être abus de langage, prudence, ce n'est pas encore le cas. Mais lorsqu'il y a eu l'assaut contre le Capitole en 2021, la radicalisation de Trump, il a fait une tribune dans le New York Times en disant il faut absolument appeler ce type un fasciste, ce qu'il compte faire aux États-Unis, la remise en question des élections, la brutalité, l'assaut. Là, il a coché toutes les lignes, en fait, tous les critères qu'on peut considérer fasciste. Donc, il faut utiliser ce terme-là dès 2021. Et là, maintenant, il est au pouvoir et c'est malheureusement ce qu'on voit sous nos yeux. Donc, en lien avec ça, notamment, pour utiliser une définition de son côté, comment lui définit ce terme-là, à la page 37 ici, lui, sa définition que je trouve intéressante, il dit « Le fascisme peut être défini comme une forme de comportement politique marqué par une préoccupation obsessionnelle pour le déclin de la communauté, l'idée de décadence, entre autres, l'humiliation ou le statut de victime, c'était dit, le sentiment de victimisation, et par des cultes compensatoires d'unité, d'énergie et de pureté, dans lequel un parti de masse composé de militants nationalistes engagés travaillant en collaboration difficile, mais efficace avec les élites traditionnelles, abandonne les libertés démocratiques et poursuit avec une violence rédemptrice et sans contrainte éthique ou juridique des objectifs de purification interne et d'expansion externe. Grosse définition. Là, j'essaie de lire ça de façon claire. Robert Paxton, P-A-X-T-O-N. Donc, lui, c'est comment il définit la chose. Mais comment il définit ça, puis on essaie de décortiquer la chose, c'est le point d'aboutissement d'un processus.
Il y a une autre catégorie que j'utilise un peu plus dans le livre, c'est la catégorie d'extrême droite. Et ce terme-là est encore mouvant, ce qui est à droite de la droite, donc c'est la droite la plus forte. Mais comment définir la chose? Dans la littérature, ce que j'ai trouvé utile, notamment dans certains travaux, c'est qu'on définit ça comme une forme de nébuleuse, donc une famille politique sans qu'il y ait d'idéologie fixe, de doctrine. On serait capable d'identifier tous les critères, mais il y a quand même des traits qu'on est capable d'identifier. Et dans ça, il y a deux courants et qui sont parfois ensemble, parfois ils se chicanent un peu, mais dans ce qu'on appelle en anglais le far right, donc la droite profonde, la droite radicale, il y a la droite populiste radicale d'un côté et la droite extrémiste. Donc, ça a l'air bizarre, droite extrémiste, extrême droite, mais c'est les plus à droite de l'extrême droite. Et dans ce qui a été amené notamment, je pense, par la présentation avant moi, puis qui existe au Québec, c'est la droite extrémiste. Les skinheads, les suprémacistes blancs, les fédérations des Québécois de souche, Alexandre Cormier-Denis, notamment à la chaîne de mon CV, c'est des fachos au sens caractère du terme, c'est la droite extrémiste. Mais avant qu'il y ait une droite aussi décomplexée qui fait appel à un discours haineux parfois, un discours racialiste, dialogue de haine, ce genre de choses-là, il y a quand même une extrême droite qui est davantage dans la normalisation pour prendre le pouvoir. Notamment en France, avec le Rassemblement national, avant le Front national avec Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen a essayé de tenter de dédiaboliser progressivement le parti. Il y a des partis encore plus à droite que ce groupe-là, donc Reconquête, Éric Zemmour notamment. Donc, cette extrême droite-là, à travers le monde, il y a plein de figures qu'on peut identifier. Trump, Giorgia Meloni en Italie, Argentine avec Javier Milei, traditions différentes, mais ces gens-là se parlent entre eux, se renforcent, s'empruntent des trucs. Viktor Orban, on pourrait l'identifier, on dirait c'est un nationaliste, démocratie illibérale, c'est un peu la même idée aussi. Il y en a à peu près dans tous les pays occidentaux, en Suède, en France, en Espagne, Vox, ainsi de suite, Belgique notamment. Donc, je ne vais pas faire la liste, puis mon livre, en fait, je les nomme rapidement, mais je ne fais pas la cartographie de toute cette extrême droite à travers le monde. Ça sera un grand travail, puis il y a beaucoup d'autres travaux qui ont été faits, notamment sur ça. Mais il faut qu'on se vérifie ou qu'on reste vigilant de cette droite populiste radicale, parce qu'elle emprunte le discours de la souveraineté du peuple, elle emprunte le discours démocratique. Ils vont dire, mais on n'est pas des fascistes, on se présente aux élections, on est propre, on est bien habillé, on n'a pas un discours haineux, on veut juste limiter les seuils d'immigration, par exemple. On est pour une nation forte, mais on n'est pas suprémaciste, on est gentil, ainsi de suite. Donc, ce discours de respectabilité s'inscrit dans toute une stratégie politique, rhétorique, dans l'espace médiatique notamment, et c'est des courants extrêmement influents. Donc, il y a cette chose-là, en fait, qu'il faut prendre en compte. Et au Québec notamment, donc je cite un peu des groupes qui ont été nommés, des groupes comme Atalante, La Meute et tout ça. Je dis, mais en fait, mon livre ne s'intéresse pas à ça. C'est plutôt les gens qui prennent le relais de ces discours-là, mais qui les normalisent dans l'espace public et médiatique. Donc, c'est un genre de choses que je fais un peu dans mon ouvrage. Autre élément que je fais aussi, puis là, je suis un peu dans l'introduction, je me sers aussi de Robert Paxton, mais je l'amène autrement. Il dit qu'il y a 5 grandes phases de ce processus-là. D'une part, le stade d'émergence de ces idées, donc des groupuscules amènent de nouvelles idées. En France, notamment, la nouvelle droite avec Alain Debenoit essaie de remodeler le logiciel idéologique, les idées de ce discours-là, et de façon plus intellectuelle, un peu plus dans les marges. Après ça, le stade 2, c'est l'enracinement de ces idées. Donc, c'est comment ça se diffuse dans l'espace public, des groupes qui commencent à reprendre ça explicitement, de façon douce, modérée, ou aussi des fois décomplexée. Le stade 3, c'est la prise du pouvoir par un parti de masse qui a pris le relais de ça. Et le stade 4, c'est l'exercice du pouvoir. Et là, malheureusement, les États-Unis sont stade 3 ou 4 à l'heure actuelle. 4 sont à peu près dans ça. On vit le virage autoritaire des États-Unis. Jusqu'où ils vont pouvoir se rendre, on ne sait pas encore. Et encore plus loin, le stade 5, c'est le stade de la radicalisation, le stade soit que le régime finit par tomber ou soit finit par aller jusqu'au bout de sa vision. Et là, c'est là qu'on rentre dans la frange la plus extrémiste. Et c'est là, par exemple, dans le cas d'Israël notamment, avec le gouvernement d'extrême droite, de Benjamin Netanyahou et de ses autres alliés ultra-sionistes autour de lui. Le génocide à Gaza, c'est le stade 5 du fascisme qu'on peut voir sous nos yeux, en fait. Donc, actuellement, heureusement, à travers le monde, on n'est pas dans le stade 5 dans tous les endroits, mais les sociétés occidentales aussi, à différents niveaux d'intensité selon où ils sont rendus. Et une des hypothèses que je fais dans le livre, à l'époque, c'est qu'on est au stade 2. On n'est pas à 1, on n'est pas immunisé, on est à un stade d'enracinement des idées autoritaires d'extrême droite au Québec. On n'est pas sous un régime autoritaire à l'heure actuelle, quoique il est en train de basculer actuellement. Et pas plus tard qu'avant-hier, le barreau du Québec, comme vous avez peut-être pu le voir, a dit qu'il y a une érosion de l'État de droit, les projets de loi qui ont été mis en place, et il y a des dérives autoritaires inquiétantes. Donc, actuellement, en fait, on fait face, d'après moi, à un certain fascisme tranquille. J'annonce
cette sorte-là, en fait, on est dans une démocratie libérale représentative encore. On n'est pas, Legault, c'est pas, à mes yeux, un parti d'extrême droite. C'est un parti populiste de droite qui se radicalise et que les gens autour de lui, les idées qu'ils reprennent, c'est parfois des idées proches des courants d'extrême droite d'ailleurs. Donc, il y a comme un brouillage des cartes qui se met en place. Et c'est cette chose-là, en fait, qu'il faut prendre en compte. Donc, je ne parlerai pas beaucoup du Québec notamment ici, ça a été dit un peu avant moi, mais il faut qu'on se préoccupe à la fois des courants extrémistes radicaux qui commencent à prendre un peu de l'ampleur au Québec, mais aussi parfois des chroniqueurs très connus comme Mathieu Bocoté. J'ai un des chapitres que je l'aborde précisément. Ce que je dis, pour faire une histoire courte, au début de sa carrière médiatique intellectuelle, avant qu'il ait sa thèse de doctorat notamment, il était un conservateur assumé. Donc, présenter des idées, ses deux premiers ouvrages, c'était un conservatisme nationaliste décomplexé, mais il était conservateur. Et progressivement, il s'est radicalisé en reprenant des idées d'intellectuels réactionnaires français notamment. Éric Zemmour, qui nomme lui-même un admirable dissident. Il reprend ses idées, mais il les adoucit, il amène de la nuance d'une certaine façon. Et lorsqu'il a fait le saut, en fait, puis il est rendu dans l'écosystème en France notamment, il a pris exactement la place que Éric Zemmour prenait dans CNews, qui est une chaîne d'information continue, encore plus à droite que Québécois ici, et qui est une chaîne, en fait, qui sert le relais des discours d'extrême droite en France. Donc, Mathieu Bocoté, c'est le rôle qu'il occupe à l'heure actuelle. Il joue un peu le brouillage des cartes. Il y a un discours conservateur, donc lui, il dit que l'extrême droite n'existe pas. Il dit qu'on vit dans un régime totalitaire dirigé par les woke, les diversitaires. Mais l'extrême droite, c'est une catégorie purement chimérique inventée par la gauche pour discréditer les conservateurs. Donc, c'est sa stratégie à lui. Il y a un discours conservateur, mais il brouille les cartes un peu plus. Et je dis, il faut qu'on soit capable de nommer un chat dans ce contexte-là aussi. Donc, ça, c'est des choses. Puis là, je vais arrêter sur ce qui se passe au Québec notamment, mais j'en parle un peu dans le livre, mais mon livre, il apporte un peu sur le Québec, un peu sur les États-Unis, puis je vais y revenir aussi. Un des éléments que je voulais amener, qui est important aussi à prendre en compte, je ne peux pas vraiment plonger cru dans cet élément-là, mais c'est un peu sur les sources ou les causes ou les facteurs d'émergence de cet autoritarisme de droite, fasciste tranquille, extrême droite ou ainsi de suite. Ça a été nommé avant, puis il y a plusieurs choses qui ont été nommées. Le sentiment d'insécurité économique, d'exclusion notamment, qui provoque un sentiment d'insécurité. Mais si c'était juste ça, la gauche, entre guillemets, pourrait en profiter, bénéficier pour se révolter contre les élites, les classes dominantes. Mais il faut qu'il y ait autre chose pour que cette colère, cette frustration-là soit canalisée par la droite. Et là, c'est là que ça se mélange avec notamment l'insécurité culturelle et identitaire, un sentiment de malaise, de perte de repères, comme ça a été nommé avant, mais qui va être en quelque sorte interprétée, mise en discours ici par des chroniqueurs, des intellectuels, des journalistes, des écrivains qui ont créé des grands récits pour expliquer pourquoi on se sent mal, pourquoi la société va mal. Donc, au lieu d'identifier, par exemple, le système économique dans lequel on vit, on va dire que c'est la faute aux immigrants, ou c'est la faute aux woke, ou c'est la faute aux trans. On va créer des boucs émissaires, mais qui vont être des schémas d'interprétation pour faire sens un peu de notre histoire. Crise de confiance à travers la démocratie, ça a été dit. Les médias sociaux numériques, j'en parle un peu, mais j'en parlais dans mon précédent livre, l'idée des chambres d'écho notamment, et ce qui fait que le modèle d'affaires des médias sociaux notamment, c'est ce qui crée de l'engagement, du clic, et ça crée une forme d'incitatif pour que les médias sociaux, on soit capable de être dans l'idée, on va exprimer de façon très immédiate nos opinions, nos idées, on va aimer ou on va haïr le camp adverse, et ça va créer des dynamiques de polarisation notamment. Donc ça, c'est une autre chose que j'aborde un peu dans le livre, mais je ne me concentre pas beaucoup sur ça. Autre élément que je voulais plus mettre l'accent ici, que j'aborde dans 3 chapitres du livre, c'est la question de la psychologie, en fait. Comment émergent les conditions d'une personnalité autoritaire? Parce que là, c'est à la fois en interaction avec l'espace médiatique, culturel, mais comment dans nos têtes, dans nos cœurs, comment au niveau émotionnel, on en vient à adhérer à certains discours extrémistes, en fait. Et dans ça, en fait, ce que je fais, c'est un genre de retour, en fait, dans l'histoire des idées, dans les années 1930, à l'époque où il y avait la montée de Mussolini, Hitler et compagnie. Il y avait tout un courant intellectuel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le freudo-marxisme. Donc, courant que je sors des boulamites. C'est notamment proche de l'école de Francfort, notamment, donc l'Institut de recherche sociale autour des travaux de Erich Fromm, Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre autres. D'autres auteurs comme Wilhelm Reich, que vous connaissez peut-être, qui était à la mode d'une époque, mais qu'on ne lit plus vraiment aujourd'hui. 1933, la psychologie de masse du fascisme. J'ai découvert cet ouvrage-là, je l'ai lu de bout en bout. Fascinant. Et là, j'essaie de faire un peu un tri dans ces idées parce que ça a quelque chose, ça vieillit un peu. Il y a des idées un peu étranges dans ce livre, mais vraiment des perles, il y a vraiment des intuitions qui se collent à la réalité actuelle. Donc, je reviens sur ça. Wilhelm Reich, il dit en fait notamment une phrase très profonde,
Il dit les gens adhèrent à cette idéologie-là d'extrême droite, fascisme, pas uniquement parce qu'ils sont influencés, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils manquent d'éducation, parce qu'ils sont manipulés par les dirigeants autoritaires. Il y a ça qui rentre en ligne de compte, mais une certaine partie de la population adhère activement, veulent un leader autoritaire, veulent se soumettre à une autorité. Ça crée une forme de satisfaction psychologique, en fait. Ça vient compenser quelque chose qui vit. Et notamment, lui, il fait des hypothèses, tentatives d'explication, notamment sur le sentiment d'impuissance qui est vécu, donc une forme de compensation. Si on est impuissant dans nos vies, au moins quelqu'un va remettre de l'ordre dans la maison, dans la société. On va s'identifier à un groupe notamment. Il y a l'effet que lui identifie d'inhibition sexuelle dans la famille patriarcale. C'est plus des théories psychanalytiques. Je ne reviens pas sur ça ici. Mais je pense qu'autour de ça, il y a l'élément de sentiment de frustration. Et lui, bon, frustration désirante sexuelle, chez Freud, c'est beaucoup autour de la sexualité que ça se joue, mais je pense que un sentiment de frustration joue un rôle important. Et les partis fascistes d'extrême droite sont capables de mobiliser cette frustration-là et de dire, on va retrouver votre vie, votre virilité notamment. On va retracer des codes clairs entre les hommes et les femmes notamment. Et les personnes bizarroïdes, les homosexuels, et ainsi de suite, on va les remettre à leur place. On va restaurer la famille notamment. On dit, la famille, elle s'en va n'importe où. On va restaurer un modèle familial. Ça va aider la nation allemande à l'époque. Donc, il y a ce genre d'idées-là que je reviens dans le livre. Mais là, j'ai essayé d'actualiser ça parce qu'il y a d'autres travaux qui ont été faits sur la personnalité autoritaire par la suite, jusque dans les années 2000-2010 notamment, sur c'est quoi les rouages psychologiques autour de ça. Et je vais finir ce point-là avec un élément qui je trouve dans les travaux de Eva Illouz, donc une sociologue des émotions franco-israélienne, qui parle notamment des sentiments du populisme de droite, en fait. Donc, elle a étudié plus la société israélienne de son côté, mais je pense que ça s'applique à peu près à toutes les formes de populisme de droite. C'est 4 grandes émotions qui jouent vraiment dans cette expression d'une mentalité qui peut être sensible à un discours d'extrême droite. D'une part, la peur, l'insécurité, et ainsi de suite, quand on se sent assiégé, quand on sent que notre peuple peut disparaître, parce qu'au niveau démographique, on est envahi par les immigrants, par exemple. Ce discours-là va déclencher en nous des expériences émotionnelles fortes. Donc, la peur va être beaucoup mobilisée par des discours comme ça. Le sentiment de dégoût aussi, le dégoût envers les woke ou envers les étrangers, les gens différents notamment. Et l'idée, ça ne sera pas de dire en fait que je suis contre les musulmans, c'est des mauvaises personnes, ils sont inférieurs. On va juste dire qu'il ne faut pas que les gens se mélangent. Mathieu Bocoté, notamment, il ne va pas dire les musulmans, c'est des gens affreux, c'est des gens stupides. Il va dire, mais en fait, l'islam est une civilisation incompatible avec la civilisation occidentale. Donc, l'idée de pureté, en fait, il ne faut pas que les gens se mélangent parce que sinon, ça crée des chicanes, ça crée du terrorisme. Ce genre de discours-là, Mathieu Bocoté joue le rôle de l'entrepreneur de dégoût, pour créer un sentiment de dégoût dans la société, dans ses chroniques, dans ses livres notamment. Autre élément qui joue aussi, c'est le ressentiment. Donc, le ressentiment, c'est la frustration, colère, mais qui est intériorisée. Au lieu que ça sorte comme une haine, que dire, je vais dans la rue puis je frappe quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, ce n'est pas une brutalité directe, mais c'est le fait d'entretenir une certaine hargne vis-à-vis des gens qui auraient usurpé le pouvoir, vis-à-vis les élites, vis-à-vis les universitaires, vis-à-vis la gauche, vis-à-vis les bien-pensants. Vous avez entendu dire que c'est la gauche bien-pensante, les bobos. Ce sentiment-là de ressentiment à l'endroit des élites comme tel, ça carbure beaucoup et ça alimente ce genre de discours. Et l'autre affect, là, j'ai 3 affects qui sont plutôt sombres, négatifs, mais Eva Illouz va dire aussi qu'il y a un autre affect noble qui est mobilisé par ces discours populistes de droite, c'est l'affect de l'amour. L'amour est mobilisé par ces courants-là, mais c'est l'amour patriotique national qui est en soi un sentiment noble. On peut tout à fait aimer son pays, être fier, vouloir protéger sa société, être fier de qui on vient, entièrement légitime, normal. Mais comment les courants d'extrême droite utilisent ça, c'est qu'ils le mêlent avec la peur du « eux ». Donc, ils créent une frontière entre nous. On va exacerber une forme d'amour national, être attaché à tout prix à l'idée de la nation, une certaine idée qu'on s'en fait. Et aussitôt que quelqu'un va donner une petite critique, un petit élément, peut-être qu'il y aurait ça, vous êtes des traîtres à la nation, vous êtes en train de vouloir détruire le Québec. Et notamment, François Legault, autour de, je ne sais plus la date exacte, autour de 2021, il dit, oui, Gabriel Dano-Dubois, c'est le chef des woke à l'Assemblée nationale. On dit, c'est quoi un woke? Le woke, c'est quelqu'un qui n'aime pas le Québec, quelqu'un qui déteste le Québec. Donc, on va définir, en fait, l'adversaire, quelqu'un qui s'attaque à l'idée de la nation, aux valeurs québécoises, qui veut détruire la société. Ce genre de truc-là, c'est qu'on va dire, on va créer un sentiment d'amour, un sentiment d'appartenance, mais il va être utilisé pour créer une frontière entre nous, ethno-racial parfois, ou juste ethno-culturel, vis-à-vis un « eux », puis dans le « eux », dans les autres, on va mettre des gens différents, les immigrants, les trans, les woke ou autres groupes qui font notre affaire. Donc, il y a vraiment ces éléments-là au niveau psychologique, au niveau émotionnel,
Et pour qu'on crée un contre-discours par rapport à ça, puis là, je m'en viens un peu à comment faire pour agir, il faut que la gauche, on soit capable de jouer aussi sur le registre affectif aussi. Donc, une des choses que je dis un peu dans le livre sans le dire clairement, ou peut-être que je le dis, je ne m'en souviens plus ce que j'écris dans toutes les lignes ici, c'est qu'il faut qu'on joue non seulement sur des argumentaires, sur des faits, il faut, je pense, qu'on rétablisse un souci de la vérité notamment, mais on ne va pas gagner contre Extrême droite avec du fact-checking, avec une approche journalistique de base. Il faut créer du récit, il faut créer du discours, il faut créer de l'adhésion aussi, puis il faut qu'on ait un discours qui suscite espoir. Ça, c'est un affect davantage, un affect démocratique, un affect progressiste aussi, sentiment de respect, de justice. Mais il faut qu'on joue sur un registre émotionnel aussi, sans dire qu'il faut faire de la propagande exactement comme l'extrême droite, qu'on fait copier-coller, puis on inverse le discours. Il faut faire attention, mais il faut qu'on joue sur ça aussi pour être capable de créer des contre-discours, des narratifs, récits qui vont faire écho à ce que les gens vivent. Donc ça, c'est une des choses que j'essaie un peu d'amener dans mon ouvrage. Dans les pistes d'action, je ne vais pas parler des États-Unis parce que, bon, vous pouvez le découvrir, le techno-fascisme aux États-Unis, c'est une alliance entre les courants d'extrême droite et cette élite des milliardaires de l'industrie numérique, notamment, qui font alliance entre eux. Les gamins. Et elles, pardon? Les gamins. Les gamins, c'est ça, oui. Donc, c'est ça, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft et autres, tout dans le gratin de l'administration Trump, notamment. Et ces courants-là, puis je vais juste dire une chose très brève ici, une des phrases que Wilhelm Reich dit, il dit à l'époque, le fascisme, ce n'est pas une chose purement réactionnaire. Ce n'est pas juste un retour en arrière, c'est un mélange d'émotions, d'idées à la fois réactionnaires et révolutionnaires. Donc, c'est à la fois un mélange en des idées, on veut revenir à un passé perdu, à une période glorieuse. Dans la littérature, on parle de nationalisme palinégérique, donc c'est dire un ange d'or qu'on revient à la grandeur de la nation perdue. Pour le Québec, ça serait peut-être, je ne sais pas, pour Mathieu Bocoté, peut-être les années du Plessis, peut-être en arrière, peut-être les années 60, avant que ça... Peut-être 60, peut-être la Révolution tranquille notamment, on pourrait revener en arrière, mais je pense qu'il y avait des très, très, très belles choses dans cette époque-là aussi au Québec. Mais l'idée de revenir en arrière, il y a ça dans le mouvement Make America Great Again de Trump notamment, mais dans les élites de la Silicon Valley notamment, proches un peu de Elon Musk et des industries numériques, il y a d'autres courants antidémocratiques et autoritaires, mais qui sont plutôt dans des idéologies, puis là je les nomme un peu, j'ai découvert ça en lisant ça, des idées accélérationnistes. Donc, il dit qu'il faut accélérer le cours de l'histoire par la technologie et ça va aller tellement plus vite qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des démocraties. Il faut que les gouvernements, les États soient gérés par des chefs d'entreprise. Et même, ils disent, par exemple, il faut l'État comme tel, on peut essayer de prendre le pouvoir dans l'État, mais il faut le démanteler, il faut créer plein de petites cités-États qui vont être dirigées par des chefs d'entreprise. Et là, on voit aux États-Unis, notamment, Elon Musk est en train littéralement d'acheter les territoires, de diriger des villes tranquillement avec ses compagnies. Il y a vraiment tout un travail des élites économiques de droite qu'on connaît moins. Ça, c'est les franges idéologiques des courants de l'extrême droite aux États-Unis, mais qui se répandent très vite. Donc, je fais un petit peu de travail sur ça dans le livre pour dire attention à cette gang-là, ce n'est pas des nationalistes à, disons, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Mathieu Bocoté, c'est une autre gang, mais eux autres, ils font alliance et c'est des idées vraiment extrêmement dangereuses pour la démocratie. Une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas comment stratégie de résistance. Il me reste 5 minutes à peu près. Parfait. Donc, j'aurais voulu prendre un peu plus de temps pour ça, mais on peut en discuter pendant la période d'échange de questions. Les stratégies de résistance, je peux les catégoriser en 2 grands points, en fait, mais en plein de sous-points par la suite. D'une part, il faut qu'au niveau des discours récits, comme je l'ai dit, il faut être capable de surmonter certaines divisions internes de la gauche. Donc, il y a certains chapitres du livre, j'aborde les questions entre une certaine idée de la gauche historique qui mettait l'accent sur la redistribution de la richesse, sur la lutte de classe, sur les questions économiques notamment. Je pense qu'il faut être capable de revenir à ça notamment, mais il y a une certaine partie, entre autres des courants de gauche, qui disent « mais là, ça commence à aller mal quand il y a la gauche woke, postmoderne, identitaire qui a pris le relais, le mouvement des femmes, le mouvement écolo, le mouvement antiraciste, ça divise les luttes. » Je pense qu'on ne peut pas juste revenir à un discours ancien de la gauche des années 1950 ou du 19e siècle. Il faut qu'on incorpore aussi des nouvelles idées, des mouvements sociaux contemporains qui ont amené beaucoup de gains, d'avancées concrètes dans les dernières années. Mais j'amène aussi une certaine critique de dire que certains courants de la gauche contemporaine ont amené des formes de division, de fragmentation aussi. Et là, il faut voir comment on peut surmonter en fait ces divisions entre la vieille gauche, la nouvelle gauche, entre une gauche plus universaliste, une gauche plus centrée sur la lutte contre des oppressions particulières. Comment on fait pour faire ça? Donc ça, c'est une des choses. Je n'apporte pas de réponse toute faite, mais je dis qu'il faut essayer de créer une forme de dépassement de ces 2 courants-là par une gauche synthétique transversale, c'est-à-dire une gauche qui est capable d'intégrer les deux ensemble.
je ne prétends pas pouvoir le faire dans le livre, mais il faut essayer de surmonter cette division-là parce qu'actuellement, la gauche se divise pendant que les courants d'extrême droite sont hyper puissants. Donc ça, c'est difficile à faire, c'est un travail interne. C'est apprendre à discuter, à échanger entre nous. Donc, ça prend un travail de coalition, d'apprendre à discuter, parler. Deuxième élément que j'amène au niveau du discours, une des hypothèses que j'amène, c'est qu'il faut recadrer notamment l'idée que le problème, ce n'est pas les immigrants, c'est l'oligarchie. Donc, c'est le 1%. On pourrait dire les classes dominantes, c'est le capitalisme. Mais l'idée capitaliste, c'est un système abstrait un peu plus. Quand on parle d'oligarchie, aux États-Unis notamment, depuis la montée de Donald Trump, les mouvements dans la rue, en fait, qui attirent des millions de personnes, c'est les marches No Kings. Donc, on ne veut pas de roi, on ne veut pas de concentration extrême du pouvoir. Et aussi, une autre chose aussi qui se passe, c'est les Fighting Oligarchy Tour, donc les tournées bâtons, combattants, l'oligarchie notamment. Je pense que ce discours-là, puis ramener l'oligarchie, c'est quoi? C'est la concentration du pouvoir dans les mains d'un groupe, d'une élite. Ça s'oppose à la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est le partage du pouvoir au sein de la société. C'est la capacité à décider ensemble de notre avenir. C'est la décentralisation du pouvoir. Et ça inclut la démocratisation de l'économie aussi. Donc, sans parler de socialisme, moi, je pense qu'on peut en discuter de plus en plus de socialisme, ramener ce genre de discours-là, mais on peut parler de ramener la démocratie contre l'oligarchie, puis dire que si vous avez un problème, on n'a pas assez de logements, ce n'est pas parce que les immigrants arrivent et ils nous volent nos logements, c'est parce qu'on n'a pas assez construit, c'est à cause du néolibéralisme, c'est à cause du grand démantèlement, c'est à cause des oligarques qui construisent des buildings qui sont vides actuellement. Donc, il faut se battre contre ce groupe-là. Donc, j'amène ce genre de discours, de récit que je mets au jeu, puis qui peut être discuté par d'autres groupes pour dire qu'il faut être capable d'être capable de rentrer en conflit avec un récit, mais il faut viser les bons adversaires pour avoir un discours qui est rassembleur par la suite. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut essayer de faire. Et maintenant, comment on peut agir aussi dans nos vies quotidiennes? Comment agir concrètement aussi? Ce que moi, j'essaie d'amener dans le livre, c'est de dire il faut qu'éventuellement on soit capable de rendre plus attrayant, populaire l'idée qu'on est contre le fascisme. On sait qu'être anti-fasciste, antifa, même aux États-Unis, Donald Trump a récemment dit, mais c'est un groupe terroriste. Mais en fait, les gens qui sont contre Hitler, contre Mussolini, contre Trump, c'est parce qu'on est contre Trump qu'on est des gens dangereux terroristes. Il faudrait rendre normal le fait d'être contre l'autoritarisme, en fait. Et ce genre de choses-là, moi, je dis, il y a plusieurs façons de l'être. On peut être parfois, on est plus dans la militantisme, on peut aller dans la rue, s'organiser, mais juste de pouvoir discuter avec nos proches de sujets sensibles. Le fait de prendre la parole sur les médias sociaux comme tel, le fait de s'informer, de créer des groupes de discussion, de recréer du lien dans nos milieux, c'est des façons concrètes, très quotidiennes de lutter contre ça. Donc, ça peut commencer par des petits gestes. Puis là, je donne des exemples concrets ici. Et je me suis beaucoup inspiré, en fait, d'un livre de Salomé Saké qui s'appelle Résister. Elle montre de façon très concrète, avec un petit livre tout court. Quand moi j'ai dit ça, je dis ah bon, super, parfait. Les gens pourraient lire ce petit livre-là tout seul pour dire comment agir. Elle donne des pistes très, très concrètes que je reprends ici. Et c'est un point de départ pour pouvoir agir. Donc, ça, je dis il y a des choses à faire. Au niveau numérique, notamment, ça, c'est un autre aspect. Il faut quand même reprendre du contrôle sur les infrastructures numériques et notre autonomie numérique. Donc, je dis même, comme individu, moi, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, j'utilise moins WhatsApp, Messenger, ainsi de suite. J'utilise encore avec certaines personnes, mais l'application Signal, par exemple, l'application cryptée, évidemment, vous ne devez pas ajouter n'importe qui dans ces conversations. On a vu les États-Unis, même des trucs top secrets, quand vous invitez des gens dans une conversation, ils peuvent avoir accès à cette information-là. Mais en fait, il faut se protéger davantage, utiliser des VPN et éventuellement, il faut qu'on sorte des géants du numérique. Donc, au lieu de mettre tout sur le Google Cloud, les différentes administrations actuellement, l'administration publique, on a les mêmes liens avec des gens comme Microsoft, Amazon, Google. Il faut qu'on développe des infrastructures, soit sous forme de communs numériques, de coopératives, infrastructures publiques ou municipales pour le contrôle de nos données personnelles aux infrastructures numériques. Donc, ça, c'est une des choses à faire notamment. Et autre échelle, puis là, je vais conclure avec ça, pour ce qui est entre autres des mouvements sociaux et de la gauche en général, je dis qu'il faut recréer un mouvement de coalition, essayer de voir comment on peut créer des liens entre différents groupes. Et je pense que depuis 2025, il est un peu tard, mais les gens se réveillent quand même. Au Québec notamment, je pense qu'on assiste à un nouveau cycle de lutte, de mobilisation. On a vu notamment le 8 mars dernier, les maires au front, notamment avec des marches partout à travers le Québec. Puis là, c'est intéressant parce qu'on parlait du droit des femmes, on parlait de la justice climatique,
dans les prises de parole, on parlait du génocide à Gaza, on parlait de la solidarité internationale et de la lutte contre l'autoritarisme de Trump et de Musk, notamment. Donc, le lien entre les différents enjeux commence à se faire. Dans le mouvement écologiste, il se passe des choses aussi. La marche des femmes aussi, que je n'étais pas présent, a été extrêmement grande. Je pense qu'à Québec, il y a quand même 20 000 personnes à peu près, 16 000 personnes, mais quand même, on sent un nouveau souffle. Et même, il y a des groupes, notamment, qui commencent à naître à Montréal et ailleurs, notamment. Il y avait, à l'époque de 2017, quand il y avait des groupes comme Atalante, La Meute, ainsi de suite, un mouvement antifasciste à l'époque qui était le Montréal antifasciste. On fait un travail de veille, d'enquête, d'identifier, en fait, c'est qui ces courants d'extrême droite-là, des contre-manifestations aussi. Ils sont retombés par la suite, mais là, depuis environ un an, ils se disent, mais en fait, on ne peut plus lutter avec nos mêmes méthodes qu'on faisait en 2017. On ne lutte plus contre des petits groupuscules. Les idées d'extrême droite sont au pouvoir à l'heure actuelle. Ils ont des relais médiatiques, il y a une vague autoritaire. On est obligé d'ouvrir le mouvement. Et là, depuis quelques semaines, commence à naître le Front antifasciste populaire qui commence à s'organiser puis qui va organiser une marche vers la fin du mois de novembre. Je n'ai plus la date ici avec moi, la 23. Donc, ça commence à bouger un peu plus. Fait que les gens disent même, on n'est plus juste en groupe anarchiste entre nous, on est des purs et durs. On veut s'ouvrir avec d'autres gens, il faut créer différentes alliances. Donc, ce travail-là de coalition commence à se faire déjà, puis il y a beaucoup de choses à faire. Et pour conclure, dernier point, je suis en train de dépasser mon temps. Ce que j'ai dit, en fait, c'est que, notamment, puis je pense qu'il faut conclure avec ça, l'extrême droite, le fascisme, il ne faut pas le voir comme un rouleau compresseur. Ce n'est pas un processus qui est inéluctable, qui est irrésistible, puis c'est sûr qu'on va se faire écraser complètement. Il faut être capable d'agir là où nous sommes à l'heure actuelle. Tant qu'on n'est pas rendu à un virage autoritaire décomplexé au Québec, agissons là pour prévenir qu'on soit rendu trop loin. Si on était aux États-Unis et que Trump a déjà pris le pouvoir, il y a déjà plein de mesures. Si j'étais aux États-Unis, je me dirais soit je suis en mode exil, je m'enfuirais parce que je ne pourrais pas prendre la parole comme je fais là ici, ou soit que je serais en mode résistance, retourner à la clandestinité des réseaux d'entraide, autre chose. Donc, il faut apprendre à résister encore de façon concrète dans nos vies. Actuellement, on n'est pas comme aux États-Unis, mais on doit créer différentes alliances, aller s'inspirer de l'histoire. Comment, à l'époque, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale, les résistants ont fait, en fond, pour s'organiser concrètement. Comment, par exemple, dans la guerre civile d'Espagne, j'en parle pas vraiment dans mon livre ici, comment ils ont fait pour s'organiser. Je pense qu'on n'est pas rendu à ce stade-là ici au Québec. Une chance, tant mieux. J'aimerais qu'on ne se rende pas là non plus. Mais même dans une société démocratique, mais qui a des fissures de partout, qui a des dérives autoritaires, comment on fait pour empêcher que ces idées-là se normalisent dans l'espace public médiatique? Il faut agir là où nous sommes et on peut faire bifurquer l'histoire. Et il n'y a rien d'inéluctable, il y a des moyens de résister, puis en agissant comme ça me permet de reprendre confiance en nous. Et moi, pourquoi j'ai écrit ce livre-là? J'étais inquiet un peu pour ma fille de 2 ans, notamment, dans quel monde elle va habiter. Mais aussi, je me suis dit, en fait, face à tous ces événements-là, une façon de gérer ma propre anxiété ou angoisse face à ces montées d'autoritarisme, c'est d'apprendre, relire l'histoire, écrire, analyser, comprendre et trouver des pistes d'action pour agir. Et ça m'a redonné, en fait, ça m'a aidé dans ma santé mentale dans la dernière année, en écrivant un livre sombre, mais montrer des pistes d'action concrètes, de trouver des gens, puis là, on est en train de s'organiser à l'heure actuelle. Et il y a des choses belles qui se passent, puis ça redonne espoir, ça redonne vie. Donc, je vous encouragerais à ne pas tomber dans une vision trop noire, trop cynique. Il y a vraiment moyen de s'organiser, de faire bouger les choses. Et les choses, parfois, peuvent bouger beaucoup plus vite qu'on pense. Donc, je vais conclure avec ça. Merci. Un, deux, trois, donne des armes pour s'associer dans la lutte. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Parce que bon, quand on voit qu'on est rendu au stade 4 sur 5, c'est un peu déprimant, mais bon, vous avez donné plusieurs pistes d'action. Puis j'en profite pour dire 2 choses. D'abord, ce matin, à ATTAC, on a pris la décision qu'on allait se retirer des GAFAM progressivement. Puis, je voulais annoncer que le prochain numéro de l'Aiguillon, est-ce que je peux dévoiler le titre? Il va s'intituler « Faire renaître l'espoir ». Non, c'est pas le prochain, c'est du printemps. Ah, celui du printemps. Non, pour le moment, c'est fascisme, extrême droite et compagnie, mais je parle de ça. Le prochain, ça va être faire refleurir l'espoir. Faire refleurir l'espoir. Tout justement ces choses-là qu'il faut faire, qu'il y en a qui le font. Pas qu'il faut faire, mais que des gens font déjà. Oui, merci. Alors, je vois que Claude a une question, puis si vous avez des questions, donc je vais... Bon, mais bravo pour ces présentations. C'est vraiment
pour essayer de combattre l'oligarchie à Québec, on est au premier front, je pense qu'on peut le dire, là, franchement, on peut parler avec ça. Mais moi, j'aimerais parler en fait, je me suis tapé le projet 2025, 900 pages. Je l'ai parcouru du début à la fin, je n'ai pas lu au complet, mais vraiment un bon parcours. Et c'est quand même le manuel d'exercice du pouvoir par l'extrême droite. C'est vraiment très détaillé, c'est complexe, c'est profond. Et ce qui est frappant là-dedans, là, c'est que l'exercice du pouvoir, c'est la combinaison entre l'ultralibéralisme d'une part, et vraiment, là, sont ultra-libéraux, et le conservatisme religieux, très, très puissant aussi d'autre part. Donc, et c'est ce qui est actuellement en cours aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est ça que Trump essaye d'appliquer avec toutes les conséquences fâcheuses que ça peut avoir. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez vu cette combinaison dans le discours d'extrême droite d'ultralibéralisme et de conservatisme religieux? Est-ce que ça a des reproductions finalement au Québec? Dans les discours d'extrême droite, oui, c'est-à-dire le retour, malgré la tendance à pro-laïcité, je dirais, il y a quand même cette idée de patrimoine religieux québécois à conserver qui est très présent, mais qui est comme pas toujours articulé. Hein, mais puis je dirais qu'au Québec, peut-être que ce conservatisme religieux il est peut-être un peu moins important dans l'extrême droite qu'il peut y avoir aux États-Unis pour toutes sortes de raisons socio-historiques, d'histoire aussi, là, sur la place des religions. Tu sais, ici, ça a été vraiment l'Église catholique qui, pendant des années, dirigeait les institutions. La Révolution tranquille a renversé ce pouvoir-là. Et donc, on connaît l'histoire, là, je ne veux pas vous... Mais c'est comme si... puis la CAQ joue beaucoup là-dessus. C'est comme devenu, la laïcité, c'est comme devenu une valeur de la nation, puis c'est utilisé à pocheter dans le récit de la nation en ce moment de la CAQ. Mais toujours de façon un peu malhabile et pas définie, en tout cas. Et donc, par contre, dans le discours d'extrême droite, oui, tu as les vieilles racines chrétiennes du monde occidental. Donc, dans le discours White Power, dans le discours, tu as beaucoup cette idée que le monde occidental, puis Bock-Côté d'ailleurs, le monde occidental, c'est les chrétiens. Et le Bock-Côté, ayant analysé aussi Bock-Côté, comme je disais dans un article récemment dans Politique et Société, pour voir les convergences dans les rhétoriques de l'extrême droite puis celle de Bock-Côté, on a fait la comparaison. Et il utilise beaucoup le langage religieux, la sacralisation. Il utilise, par exemple, les sociétés doivent expier de leurs péchés le multiculturalisme. Il y a beaucoup, beaucoup de langage religieux dans ses stratégies discursives, en fait. Et donc, c'est que ça, en fait, Bock-Côté. Il y a beaucoup, beaucoup de ça, en tout cas, dans Bock-Côté. Et ça, c'est symptomatique, justement, de cette religion qui est toujours là dans le discours, qui défend l'idée que le monde occidental, c'est la chrétienté, voyons, et que ça va à l'encontre des musulmans, dans le fond. Et que être anti-musulman, c'est défendre les valeurs puis le patrimoine occidental, religieux, les vieux fondements chrétiens, en fait. Donc, il y a beaucoup ça dans le discours d'extrême droite. Mais dans le discours du racisme ordinaire, parce que j'utilise beaucoup ce terme-là aussi, là, le néo-racisme ordinaire, je dirais, dans la population, tu as ça aussi beaucoup. On a analysé beaucoup les discours de monsieur, madame, tout le monde, là, les lecteurs, dans des entrevues avec des gens à travers le Québec aussi. Et la hantise de la religion est projetée sur l'islam, mais jamais vraiment sur le catholicisme, même si on dit c'est comme un effet repoussoir, dans le fond. On rejette supposément le catholicisme, mais par l'islam qui est vu comme qui est diabolisé. Mais le vieux fond catholique est là, puis il veut être préservé d'une certaine façon parce que c'est nos valeurs, entre guillemets. Donc, tu sais, il y a toute cette ambiguïté qu'on retrouve dans les discours conservateurs, du racisme ordinaire et de la droite extrémiste. Un petit truc très rapide. En fait, il y en aurait beaucoup à dire. Je dirais qu'au Québec, on a une chance d'une extrême droite, une droite radicale divisée encore à l'heure actuelle. Donc, tout ce qui a été dit avant, je pense que c'est présent. Puis la droite libertarienne, néolibérale, qui flirte avec le trumpisme notamment,
Il y a d'autres courants, puis qui, durant la pandémie notamment, ça a été là, il y a eu beaucoup de mouvements de va-et-vient, mais il y a des courants proches de Lux Media, des courants néo-trumpistes ici même au Québec, au Canada comme tels, qui n'ont pas le même registre, les mêmes affects, les mêmes discours, puis c'est une gang différente. Et notamment, il y a une figure de droite qui n'est pas très connue au Québec, mais bon, qui se promène un peu, c'est Jérôme Blanchet-Gravel, notamment, qui était proche de Mathieu Bocoté à une époque, mais ils ont eu comme une division un peu. Il est rendu au Mexique parce qu'il s'est fait, en fait, sa femme, elle vit là-bas, puis il se promène un peu. Et lui, il est proche des milieux anti-vax conspirationnistes. Il est proche du. Puis lui, il mise sur le Parti conservateur du Québec. Donc, il y a comme une ligne de division au Québec, on dirait, la droite identitaire bocotiste et la droite libertarienne, style du M. Et ils se font la chicane. Des fois, ils se coalisent entre eux contre la gauche, contre des trucs communs, mais c'est des gangs différentes. Et au début de sa vie, notamment dans les années 2000, Mathieu Bocoté, alors qu'il était étudiant à la maîtrise en sociologie à l'UQAM, a essayé de créer le cercle Raymond Aron pour essayer de réunir les droites entre elles. Et ça a duré quelques mois et lui-même, dans certains articles, il a dit on était prêts de fonctionner ensemble. Moi, j'étais pour la nation, le conservatisme. Eux étaient juste contre l'État-providence. On ne s'entendait pas. Donc, il y a quand même eu des chicanes de ce côté-là. Puis je pense qu'au Québec, c'est bien qu'on les divise encore, pour dire qu'on les mette l'un contre l'autre. Alors qu'aux États-Unis, dans la Heritage Institute notamment, les courants, d'une part, hyper conservateurs, nationalisme chrétien, des courants plus proches parfois de courants de alt-right aussi, des courants plus comme ça, font alliance et parfois c'est les mêmes personnes qui s'occupent d'un l'autre avec des mouvances techno-libertariennes, avec des néances néolibérales, avec des courants proches, des courants accélérationnistes et d'autres figures d'une droite qui n'est pas la même que l'autre droite. Et là, ils collaborent entre eux puis ils créent une coalition large qui n'est pas indestructible. On a vu même que dans la dernière année avec Trump, il y a eu quand même des rivalités dans la coalition MAGA. Mais je dirais qu'aux États-Unis, il y a une forme de synthèse entre ces deux courants-là qui s'est opérée, alors qu'au Québec, ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut voir, en fait, il y a plusieurs extrêmes droites, plusieurs courants autoritaires, mais qui sont parfois plus dans le libertarianisme, plus proche des élites économiques comme telles, puis parfois, c'est plus dans le nationalisme passiste pour revenir à un ordre perdu par la suite. Puis parfois, ils sont ensemble. Je peux-tu ajouter juste une petite affaire sur les États-Unis? On parle beaucoup de Trump et des décrets qu'il a adoptés depuis qu'il est arrivé, qui interdisent aux universités d'avoir des programmes d'accès à l'égalité, puis l'équité, diversité, bon, tout ça. Mais depuis un certain nombre d'années, il y a aussi, à différents niveaux, que ce soit au niveau des municipalités, des conseils scolaires, etc., il y a beaucoup une droite religieuse qui a pris aussi les rênes de certaines institutions et qui font adopter des résolutions, des réglementations, des projets de loi, etc., dans certains États républicains surtout, qui sont contre la diversité de genre, qui veulent qu'il y ait juste deux sexes, comme disait Trump, hein, son modèle, là, etc., qui interdisent des livres dans les bibliothèques. Ça, c'est carrément clair. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est aussi des tendances de fond que Trump utilise et instrumentalise beaucoup. Mais c'est beaucoup des tendances religieuses aussi, des familles, des gens qui sont sur les conseils scolaires en particulier, qui ont fait adopter donc des interdictions comme ça de parler dans l'éducation sexuelle, etc., etc. Et ça, il y a une cartographie qui a été faite par l'Université de Californie à Los Angeles, par la faculté de droit, qui a recensé entre 2021 jusqu'en 2025, sur un projet de 5 ans, ils ont recensé 861 résolutions, réglementations, autant au niveau municipal que dans les conseils scolaires, que au niveau des États ou du fédéral. Et donc, c'est quand même un portrait. C'est quand même répandu, je dirais, cette idée, il y a quand même beaucoup de mainmise, je dirais, des groupes conservateurs, des tendances conservatrices chrétiennes, qui se mobilisent au niveau local aussi. C'est juste une petite parenthèse. Je me permets juste d'ajouter que je trouve ça un peu étrange qu'on parle de l'islamisme, on parle de la chrétienté, on ne parle jamais du judaïsme aussi. Il n'y avait pas de droite là, dans ce mouvement-là. Donc, il y a madame qui voudrait parler. Ensuite, il y a une personne en ligne, je crois, et quelqu'un dans le fond. Donc, si jamais quelqu'un veut s'ajouter. Bon, moi, ce que je trouve
bizarre, c'est que pour moi, les woke, c'était des gens de gauche, bien sûr, qui avaient décidé de s'attaquer à la langue. C'est comme ça que je le vois, mais si je me trompe, vous allez me le dire, là, je compte sur vous, là, moi. C'est-à-dire que, par exemple, on était droite quand on décidait de parler des gens à partir de leur couleur. Moi, je suis tout à fait d'accord avec, mais c'est relativement, étant donné mon âge, c'est relativement récent. Cette idée du woke qui est ça, dans ma tête. Je ne sais pas comment il se fait qu'à un moment donné, on est passé des gens de gauche au woke. C'est-à-dire que les gens de droite ont décidé d'appeler les gens de gauche les woke. Est-ce que vous savez, vous... non, mais ça, c'est une partie de ma question. En plus. Écoutez, une autre partie. À l'origine, le terme woke, ça veut dire être éveillé, ou être sensible aux discriminations, puis être éveillé, tout ça. Ça, c'est une chanson d'Erika Badu, je pense, mais qui a été repris par le mouvement, les mouvements noirs, de lutte contre le racisme, etc. Ouais. Et ce terme-là, ce qu'on voit, c'est que dans certaines sociétés, là, il y a des mouvements qui revendiquent leurs droits. Les minorités revendiquent de plus en plus leurs droits. Au Canada, au Québec, là, les jeunes qui sont nés ici, la deuxième génération, troisième génération, ils revendiquent leurs droits en disant on a le droit de dire qu'il y a du racisme aujourd'hui, puis qu'il y a un effet de système parce qu'il y en a autant dans la police que dans le logement, que dans l'emploi, que dans ceci, dans ce bon. Mais ils se sont fait ramasser puis traiter de woke, en fait, quand il y a eu la commission sur le racisme systémique. Moi, j'ai identifié dans les médias quand est-ce que le mot woke est arrivé. Puis il y a Raphaël Canet aussi qui a travaillé là-dessus, qui est dans le livre d'ailleurs. Il y a un article sur le wokisme, puis il y a tout de suite un article sur la commission sur le racisme systémique. Au Québec, le terme qui est importé des États-Unis, des conservateurs qui l'utilisent pour décrédibiliser l'autre, la gauche, pour décrédibiliser les démocrates et la gauche, ça a été rapatrié au Québec, c'est apparu en 2016. Dans quel contexte? Dans le contexte de la commission sur le racisme systémique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette commission-là qui avait été demandée par des gens des minorités racisées. Arun Boisy en faisait partie, puis à Briseville, Nicolas, etc. Il y a tout le monde qui faisait partie de ce groupe-là qui demandait, c'est des jeunes militants, mais qui sont nés ici, blacks, aussi des gens de musulmans, non pas nécessairement de couleur, musulmans, de différentes origines, de différentes religions, qui disaient on est tanné de subir de la discrimination puis du racisme, de la discrimination systémique dans différents secteurs à cause de nos origines, de notre couleur, de notre religion, etc. Et là, c'est le backlash total à l'égard des voix minoritaires, en fait, quand on y pense. C'est comme si ces gens-là, dans un espace démocratique, n'avaient pas le droit de demander, de revendiquer leurs droits d'une certaine façon. Alors qu'en démocratie, ça prouve que tu es intégré à ta société quand tu revendiques quelque chose, tu sais. Ça prouve que tu es super bien intégré. Et donc, là, ils ont été comme rejetés comme disant des faussetés, généralisant, puis le discours victimaire s'est mis de la partie. C'est pas vrai que vous allez traiter les Québécois de racistes, le procès des Québécois, vous faites notre procès, etc., etc. Et ça a été beaucoup le discours de la CAQ, de Mathieu Bock-Côté, de la droite, etc., qui ont après récupéré toutes les formes de revendication ou de contestation des fois malhabile, comme le mot en haine à l'Université d'Ottawa, c'était très malhabile. Ah oui. Ça, c'était super malhabile. Mais c'est des réactions épidermiques, vues comme des micro-agressions, parce que des fois, il y a une hypersensibilité aussi au racisme, parce que les personnes qui le vivent, des fois, le voient partout. Donc, il y a ça aussi. Il faut faire attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérapage de part et d'autre, mais ça a été extrêmement récupéré par les conservateurs et par le discours
qui veulent empêcher, d'une certaine façon, des formes de revendication, des voix minoritaires, d'une certaine façon, tu sais. Parce que ça vient, c'est accusateur. Dès qu'on dit raciste, c'est accusateur, c'est vu comme, bon. Donc, ça a été beaucoup décrédibilisé, c'est dommage, parce que le débat de fond, il ne se fait pas vraiment dans ce temps-là. Ça te conduit tout de suite à des polémiques. Puis la caractéristique d'une polémique, c'est de ne pas être capable d'avoir un dialogue de société autour de... Parce que tout le monde est dans des affects, ça divise, c'est polarisant, etc., etc. Je ne sais pas si ça répond un peu à... Oui. Comme il ne reste plus beaucoup de temps. C'est ce que j'allais dire. OK. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps, un petit peu plus que 15 minutes. Donc, je vais inviter les gens. Ben là, il me reste 3 personnes. Là, Mais j'ai du monde en ligne, j'en Je vais- ai pas au moins. OK, ben je vais inviter les gens à poser des questions courtes et en même temps, Des réponses courtes. Oui, de faire des Je vais réponses toutes les courtes. prendre à- Alors, là, vous aviez une deuxième partie. Non, non, mais je OK. laisse. Donc, c'est la fois ça. Juste une remarque personnelle, j'aime bien rappeler que la théorie du grand remplacement, ça existe vraiment. Une société qui arrive, qui remplace la culture, la religion, la langue et tout. Et ça s'appelle le colonialisme, c'est déjà arrivé. C'est bien de se rappeler quand même. C'est déjà. Donc j'ai 3 questions. J'ai Michel qui se pose la question où en est le PQ vers l'extrême droite, sa positionnement par rapport à l'extrême droite. On a Lynn qui remercie Jonathan, elle aime bien la notion d'espoir qu'elle refuse de céder à la peur qui va leur donner du pouvoir. Carolina, est-ce que par fascisme tranquille, vous faites référence aussi au fait que c'est silencieux que nos leaders provinciaux et fédéraux prennent des décisions qui relèvent de l'autoritarisme, sans débat, sans consensus, sans réaction médiatique traditionnelle ou sociale? Autrement dit, la population ne se rend pas compte et consente par son silence. Et puis, longue question de Patrick. Et il y a aussi des... non, c'est un commentaire. J'arrive à la question de Isabelle. Sachant, suivant les travaux d'Alberto Toscano et Johan Chapoutot, l'importance de la droite austéritaire pour paver la voie au fascisme, je suis tout à fait d'accord avec l'importance d'une gauche forte. On pourrait même reprendre l'expression socialisme ou barbarie. Dans cet esprit, diriez-vous que nous sommes dans un moment de transition au niveau économique qui constitue un terreau fertile pour la fascisation? Si la montée des mouvements d'extrême droite dans le nord global dans les années 80 et 90 était caractérisée par le déclin, c'est vraiment une question alors longue. J'essaye d'arriver à la question. Donc, je pense que la question autour de l'économie politique et le changement politique. Et je donne l'information à tout le monde. L'enregistrement qu'on fait sera disponible par la suite aussi. Voilà. Je laisse quelque chose. Il y avait la question sur le Parti québécois, les décisions autoritaires sans débat. Puis la dernière, je ne sais pas. Super, merci. Je vais essayer de répondre aux 3 de façon brève. Donc, premier élément, le Parti québécois n'est pas un parti d'extrême droite, mais le discours de PSPP actuellement flirte avec des thèses prises presque mot pour mot par Mathieu Bocoté et d'autres courants. Notamment, il y a des courants qui s'infiltrent à l'heure actuelle. On parle d'entrise religieuse de danger. Il y a le courant Nouvelle Alliance, notamment, qui fait l'entrise dans le Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon dit mais tant qu'il respecte le code d'éthique du discours haineux, on y accepte à bras ouverts. Donc, c'est bien correct qu'il soit présent. Et ce groupe-là, Nouvelle Alliance, on a vu qu'il y a des affinités avec les groupes de Horizon Québec actuel, notamment. Ils ont publié récemment un article dans le journal Arfan, qui est le journal de la Fédération des Québécois de souche. Donc, mais c'est une nouvelle extrême droite propre, en fait, qui s'habille en veston, mais qui font parfois aussi des marches à la torche avec des blousons en cuir. Donc, avec un discours très ténébreux, une voix grave aussi, mais qui ont un front, en fait, peut-être plus davantage respectable, mais que dans les faits, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Donc, je dirais, le Parti québécois, c'est une coalition très large. Malheureusement, on voit le virage à droite sous PSPP depuis 2-3 ans environ est très clair, alors qu'auparavant, il y avait un discours qui reconnaissait l'existence du racisme systémique, un discours de centre-gauche même aussi. Donc, je pense que le Parti québécois fait une course à 3 dans la radicalisation de la droite entre le Parti conservateur du Québec, la CAQ. Donc, c'est comme les 3, c'est qui va être le plus à droite que les autres, en fait. Donc, je pense que c'est une tendance qu'on peut observer à l'heure actuelle. Deuxième élément, fasciste tranquille. Autre élément, pourquoi j'utilise le terme tranquille, je fais un petit clin d'œil à la révolution tranquille au Québec pour montrer qu'il peut y avoir des transformations profondes de la société au niveau économique, politique, culturel, sans qu'il y ait insurrection, révolution violente, des goulags ou ainsi de suite. Puis je pense que ce qu'on assiste à l'heure actuelle au Québec, avec le virage
vers le nationalisme conservateur depuis une dizaine d'années, puis une radicalisation de cette droite. C'est une forme de contre-révolution tranquille, d'une certaine façon. Puis au Québec, on n'a pas une extrême gauche aussi forte, une extrême droite aussi forte que dans d'autres pays. C'est plus dans la modération, mais c'est quand même les mêmes idées qui circulent, mais avec un ton plus adouci aussi. Donc, c'est un peu cette idée-là. Et dans le tranquille, il y a l'idée de sournois, quelque chose qui est plus invisible, qui est plus silencieux aussi. Donc, l'idée de silence ou ainsi de suite qu'on pourrait voir à l'œuvre face à des mesures autoritaires de limitation de la liberté d'expression, liberté de réunion, menaces au niveau des syndicats notamment, et les médecins notamment. J'ai un ami médecin qui est venu lors de mon lancement à Montréal, il me disait « Hey, en fait, ce qu'on voit avec la loi numéro 2, je lisais ton livre et là, je voyais un peu, en fait, un dérive autoritaire. » Je dis « Je pense que tu as entièrement raison, il y a ça aussi. » Donc, je pense que dans toutes ces choses-là, il y a des choses qui se passent. Et ensuite, dernier élément sur la transformation du système économique dans lequel on vit. Une des choses qu'on a vues lors du 20e siècle avec la montée des courants d'extrême droite, c'était à la fois une réponse des élites économiques et de certains courants à la montée des courants de la gauche, notamment à une crise du capitalisme. Et là, le capitalisme, pendant un certain bout de temps, peut s'accommoder des institutions de la démocratie libérale, mais lorsque sa reproduction, sa capacité à créer des profits est menacée par des courants écologistes, par exemple, ou par des courants de revendication de répartition de la richesse ou autre chose, ou la montée des woke, par exemple, alors là, la tentation peut être grande d'appuyer sur des mesures autoritaires pour transformer ça en capitalisme autoritaire qui se débarrasse, en fait, des processus de la démocratie représentative. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on peut voir dans différents pays à travers le monde, c'est une forme d'essoufflement du néolibéralisme et de la mondialisation telle qu'elle s'est mise en place dans les années 1990-2000 notamment. Il y a Claude Vaillancourt devant moi qui a écrit un livre un peu sur la fin du néolibéralisme. Et c'est quoi qui prend le relais? C'est pas parce que c'est la fin que c'est absolument disparu ou qu'on se dirige vers le socialisme, mais c'est plutôt une réponse, en fait, des élites qui veulent se débarrasser de la démocratie littéralement pour avoir une forme de capitalisme numérique ou algorithmique autoritaire, en fait. Et malheureusement, quand j'écrivais mon précédent livre sur capitalisme algorithmique, je disais qu'il y avait deux grands courants dans deux grandes puissances, les États-Unis, avec une forme de démocratie libérale encore qui tient encore, sinon en Chine, un capitalisme autoritaire, et les deux se font la rivalité. Et là, malheureusement, les États-Unis sont en train de basculer vers une forme de technofascisme ou d'autoritarisme. Et là, malheureusement, c'est un peu le modèle que plusieurs puissances occidentales sont en train de prendre. Donc, je pense qu'on vit, en fait, une période très, très difficile de ce point de vue-là. Et c'est lié à des processus économiques, notamment. Les élites, ils se disent, mais on va appuyer sur des gens d'extrême droite qui vont défendre nos intérêts. Et on voit ça en France, notamment. Bon, c'est ça. Donc, je vais finir ma Ben là, on peut passer à d'autres questions. Oui. Il reste deux questions. Donc, une troisième. Madame, au fond, je pense que c'est Louise. Ensuite, c'est Réal. Et puis monsieur ensuite. Oui, merci pour les exposés. Il y a beaucoup de matière à réflexion. Moi, je pense que chaque période a son terme pour discréditer une partie. Moi, quand j'étais plus jeune, on faisait des cours d'éducation, c'était a été des communistes, puis contestataire, c'est disparu ce terme-là, mais pendant un bon bout de temps, dès qu'on revendiquait, vous êtes des contestataires. Aujourd'hui, on dit vous êtes des woke. Alors, les mots changent, mais la réalité demeure. Moi, j'avais une question. Il n'y a pas une expression qui dit chercher l'argent, parce que les mouvements de droite, je pense aux États-Unis, c'est amplement financé par le Parti républicain et tout ça. Est-ce qu'au Québec, ces mouvements-là, il y a un lien quelconque avec l'argent ou quel argent? Ben, c'est qui le Québécois? C'est ça, j'allais dire. Parce qu'on finit à 3 heures. On va prendre toutes les questions. OK. On va faire ça. Donc, on va prendre les questions, puis ensuite, on aura les réponses. C'est Réal, le prochain. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire qui vise l'espoir qui est suggéré par M. Polito. Quel bonheur, quel bonheur. Il y a quelques semaines, l'élection de maire socialiste à New York, avec des valeurs socialisantes à l'os. Tous les millionnaires ont essayé de tuer quasiment l'économie. Il n'y a rien qui a fait. La population est mûre pour ça. Donc,
il y a une réponse possible, vraiment. Et c'est un bel exemple, en tout cas. Là, vous nous arrêtez sur un moment d'espoir pour nous aussi, éventuellement. Ça existe. Si ça existe aux États, tabarouette, on peut le faire ici. Il y a une deuxième maire qui a été élue à Seattle, parce que le processus pour le vote anticipation qui arrive par la poste, ça prolonge l'élection d'une semaine, mais il y a une mairesse socialiste à Seattle aussi, qui est quand même une grande ville. Oui, merci. Oui, ben, en fait, j'aimerais vous entendre certaines préoccupations. En fait. Est-ce qu'il existe une certaine porosité ou une certaine stratégie de fascistes pour séduire ou confondre des gens à gauche? Donc, est-ce qu'il y a des gens, il y a certains discours de l'extrême droite, donc vraiment la laïcité, qui peut parfois un peu mêler les gens à gauche. Ça peut être une valeur de gauche, de dire oui, on veut un État laïque, etc. Puis ça peut jouer un petit peu. Je pense qu'il y a celle-là, mais il y a plein d'autres termes qui me viennent en tête. Ou même, on parlait des skinheads. Des skinheads, il y en avait dans les deux camps. Ben, je vais essayer d'aller vite. Oui, il y a des gens qui sont plus à droite. Je ne voudrais pas dire québécois, que c'est sûr que c'est une entreprise qui laisse beaucoup d'espace au discours populiste, identitaire et ultranationaliste, qu'on peut identifier aussi à des rhétoriques racistes et tout ça. Donc, oui, mais je ne pense pas que la mainmise économique, mais ça, je parle un peu sans connaître, là, mais je ne pense pas que la mainmise économique des entreprises québécoises soit dans une logique de guerre culturelle comme aux États-Unis. Peut-être que Jonathan, tu aurais d'autres choses à dire. Par contre, évidemment, la CAQ, bon, etc., on le voit, là, le jupon dépasse de plus en plus. Et la caractéristique, je dirais, du discours de droite et d'extrême droite, c'est l'inversion des valeurs de la démocratie. La liberté d'expression en particulier, on voit que c'est devenu inversé aujourd'hui, donc c'est eux les victimes parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne parlent pas, mais en fait, on ne fait qu'entendre qu'eux en ce moment. Et donc, de dire que quand on critique, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de dialogue tant que ça, dès qu'une critique sociale, c'est une accusation, un procès, un ci, un ça, nanana. Et donc, il n'y a plus de débat de fond capable de questionner ce qui est critiquable dans notre société parce que sinon, ça devient... on veut censurer la gauche au nom de la liberté d'expression. C'est ça qui est paradoxal. Donc, les gens sont tout mélangés. Et la même chose avec les valeurs de laïcité, les gens qui sont plus ou moins favorables à une sorte de neutralité de l'État, on a tellement mélangé avec une interdiction totale de signes religieux, puis l'entrisme religieux à Bedford, puis ça finit les prières de rue, puis bon, ça finit jamais de sentir la menace de l'islam partout, que effectivement, ça confond les gens qui n'aiment pas trop les religions, qu'ils soient les gens de gauche, par exemple, qui peuvent être laïcs aussi, on peut être à gauche et laïque, là, mais ça confond et donc ça devient... Au nom des valeurs de la nation, ça devient confondant parce que ça interdit aussi, ça discrimine quand même. Il y a comme un aspect discriminatoire dans l'interdiction. Et c'est ça le paradoxe, je dirais. Puis Trump, c'est un expert de cette inversion des valeurs-là constamment. Lui qui est un criminel reconnu, puis un sexiste reconnu qui dit qu'au nom des valeurs, puis il parle à tous les chrétiens comme un bon chrétien qui fait des prières devant tout le monde. Donc, il y a comme tout le temps cette inversion, puis cette instrumentalisation des vraies valeurs de la démocratie, puis qui sont très... donc, la gauche a de la difficulté à jouer avec cette façon de fonctionner, parce qu'il n'y a pas cette inversion de la vérité comme on le voit avec les fake news. On désinforme complètement fake news à longueur de journée. Il y a le fact-checker, je pense que c'est le Washington Post qui avait calculé que durant le premier mandat de Trump, il y avait 30 500 mensonges qu'il avait dit pendant son premier mandat. Même si c'est documenté, il s'en fout complètement. Est-ce que la gauche fait ça? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle veut faire aussi, reprendre ces mêmes tactiques-là au lieu d'avoir un rapport à la vérité, à la science qui est plus, je dirais, respectueux?
Je pense qu'il faut se poser cette question-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais je pense pas. Ben, vas-y, Jonathan. Ouais. Super. Donc, ce que je voulais dire rapidement, d'où vient l'argent comme tel, les réseaux de financement, je pense que Follow the Money, notamment pour l'extrême droite américaine, c'est extrêmement clair, où les liens sont plus directs parce que leur système aussi, il n'y a pas de limite de financement de partis politiques qui financent les grands podcasts de droite ou d'extrême droite aux États-Unis. Certaines organisations, Turning Point USA, on a vu malheureusement dans les derrière seulement fait. Il n'y a pas très longtemps, l'assassinat de Charlie Kirk et tout ça, mais qu'il y a tout en fait, je crois qu'aux États-Unis, vraiment, Follow the Money permet de voir de façon plus claire. Au Québec, Canada, il y aurait des enquêtes à faire notamment. On a vu, par exemple, que l'Institut économique de Montréal, qui n'est pas un truc de droite identitaire, mais plutôt de droite économique, néolibérale, libertarienne, mais fait partie du réseau Atlas. Donc, il est dans le même archipel que des groupes comme aux États-Unis, le Heritage Institute qui a fait le projet 2025, mais c'est des courants différents, mais ils sont financés par des compagnies pétrolières notamment, ou ainsi de suite. Il y a comme des trucs à aller voir, mais pour la droite identitaire, j'ai l'impression que leur mode de financement est plus flou. Ça va être très participatif aussi, Nomos TV, chaîne indépendante, parce qu'ils sont faits déplatformiser de YouTube à cause de leur discours haineux. Là, ils reviennent parce qu'ils ont déréglementé les grandes plateformes. Ouais. Mais eux, ils ont du financement populaire, donner des dons en ligne et tout ça. Donc, il y a leur base qui les finance. Donc, je pense qu'au Québec, pour analyser l'extrême droite, c'est utile de voir qui les finance, mais ça ne sera pas l'explication qui permet de dire mais pourquoi ça marche de même. Mais c'est bien, bien intéressant à faire. La question de l'espoir, Mme Dani, moi aussi, ça m'a donné « Oh yes! » Il y a quelque chose qui se passe notamment. Je l'avais suivi un peu avant, mais vraiment, cette victoire, son discours de victoire. Et ce que moi, je nomme gauche transversale un peu dans le livre que j'ai publié avant qu'il gagne à New York, il combine un élément central, c'est le coût de la vie. Donc, la question de la redistribution de la richesse, transport public gratuit, des garderies, des épiceries municipales, gel des loyers notamment, ramener des services publics comme tels. C'est une ligne de gauche économique classique, puis ça marche, puis c'est le discours qu'il a martelé pendant sa campagne. En même temps, c'est un musulman. Il n'a pas martelé le discours anti-raciste complètement, mais ce qu'il a dit pendant sa campagne, il dit « On m'a accusé d'être un socialiste, un communiste, ou d'être un musulman, ou d'être un antisémite et tout ça. » Je dis « Je suis musulman, je suis socialiste, puis je n'ai pas à m'excuser pour ça. » Donc, assumer qui il est, puis aller faire un travail de terrain comme tel. Donc, il était bon en communication, médias sociaux et tout ça, mais ça a été une campagne menée suite à beaucoup d'infrastructures des autres luttes, depuis Occupy, Bernie Sanders notamment. Il y a eu beaucoup de trucs qui sont faits à New York. Il y avait pour objectif d'aller voir 1 million de gens cognés porte à porte directement. Puis Mme Dani faisait un travail de terrain, aller voir les chauffeurs de taxi. Puis il y avait des phrases en une dizaine de langues différentes. Il avait appris un peu à se débrouiller, à aller voir les gens. Donc, cette approche-là, en fait, de gauche assumée, décomplexée, c'est, d'après moi, un des éléments d'ingrédients pour raviver cette élan de victoire-là. Et c'est une source d'inspiration pour d'autres choses qui se passent aux États-Unis. Puis la politique municipale, c'est un terrain de reconstruction pour la gauche, donc je pense. Donc ça, c'est un terrain à investir qu'on évite trop souvent. Dernier élément sur comment est-ce que l'extrême droite peut séduire à gauche, reprendre des thèmes et tout ça. Ce qui est intéressant, puis il y avait ça chez Mussolini notamment, lui, ce n'était pas l'idéologie qui comptait, c'est l'action avant tout. Il mélangeait tous les concepts, toutes les idées, toutes les idéologies. Et les courants d'extrême droite, historiquement, sont très opportunistes au niveau économique. Parfois, ils se collent sur des discours très néolibéraux, libertariens à droite. Parfois, pendant certains moments, des lignes de gauche au niveau économique, mais avec un discours anti-migrant, par exemple. Puis ils vont être, selon la conjoncture présente, qu'est-ce qui paye le plus, être capable de récupérer des thèmes, des discours, des idées de la gauche, mais ils vont les réinterpréter d'une certaine façon comme telles. Et il y a un podcast que je vous suggère, en fait, qui est extrêmement riche au niveau de l'histoire de l'extrême droite des courants contemporains. C'est sur Spectre, ça s'appelle Minuit dans le siècle, et c'est fait par Hugo Paletta, qui est un des plus grands intellectuels de l'extrême droite en France. Et lui, en fait, il y a des épisodes sur comment le RN, notamment, mobilise le discours féministe. Donc, comment même l'extrême droite, ils ont un discours sur les femmes. Ils reprennent le féminisme pour défendre les femmes, ou même aux États-Unis, en fait, le mouvement des trad wives, de revenir à une forme traditionnelle pour défendre les femmes, la liberté des femmes, contre, par exemple, peut-être des hommes trans qui viendraient enlever des libertés ou autre chose comme ça. Donc, ils sont capables de jouer sur l'écologie, un autre thème qui est historiquement associé à la gauche. Il y a des courants d'extrême droite qu'on appelle aussi des courants éco-fascistes qui reprennent les idées de l'écologie, de la décroissance notamment, ou des idées très fortes, mais qui les réinterprètent dans un logiciel d'extrême droite. Et l'extrême droite est capable de brouiller les cartes et de reprendre à peu près n'importe quel thème, que ce soit de gauche, de centre ou de droite. Donc, il faut être extrêmement attentif à ça.
Et c'est ça. Donc, je dirais qu'il faut être prudent. Puis, dernière chose que je vous recommande comme livre qui est intéressant, qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est le livre de Naomi Klein qu'elle a écrit, qui a été traduit en français, qui s'appelle Double, Bienvenue dans le monde miroir. Pendant la pandémie, notamment, elle écrivait comment son alter ego, Naomi Wolf, les gens la confondaient en ligne. Puis avant, c'est une féministe un peu contestataire qui virait proche de la mouvance trumpiste, anti-vax aussi, conspirationniste, et elle observait comment des gens qui étaient, par exemple, pour la santé, plutôt de gauche, des mouvements hippies notamment, se rapprochaient des courants conservateurs, voire d'extrême droite. Et il y a eu ce brouillage des cartes et cette ambiance confusionniste qui a brouillé les cartes. Et quand les gens ont plus de l'échelle claire, c'est quoi la gauche, c'est quoi la droite, une des choses que l'expérience fait, c'est de dire c'est ni gauche ni droite, on va en avant, on est au-dessus de ça, et ça brouille les cartes davantage. Donc, il faut surmonter le confusionnisme par la formation, aller voir les gens là où ils sont, apprendre à discuter. Ça peut se faire en ligne par un travail d'influence sur les médias sociaux, mais il faut aller faire du porte-à-porte, aller voir les gens, parler à nos autres comptantes. Un travail à la base qui doit être fait aussi pour ça. Donc, je compte avec ça. Tu peux-tu redonner pour le podcast, Podcast, oui. Minuit dans le siècle. Puis sur le site web Spectre. Donc, puis le nom de l'auteur, c'est Ugo Paletta. P-A-L-H-E-T-A. Donc, c'est en français. Il y a 44 épisodes Hugo sur Hugo comment? Ugo Paletta. P-A-L-H-E-T-A. Puis il y a des épisodes sur le régime de Franco, sur la dictature de Salazar, sur l'extrême droite contemporaine, sur ce qui se passe aux États-Unis, sur plein. Il y a des épisodes d'1 heure, puis ça s'écoute très bien. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. On peut ajouter que par rapport au réseau Atlas, Attaque a fait venir André Noël, le journaliste André Noël, qui a fait vraiment une analyse de toutes les ramifications. Il montrait comment c'était lié à la Heritage Foundation. La conférence est disponible en ligne aussi. C'est ça, c'est disponible sur notre site en ligne. Publicité en même temps. Alors, je voulais remercier vraiment nos deux conférenciers. C'est vraiment une analyse très profonde. Merci. Claude Vaillancourt, donc notre président, à faire un petit mot de clôture de la journée. Alors, encore une fois, merci beaucoup d'être venu en grand nombre. Quand même, je sais qu'on est nombreux aujourd'hui. Merci.